Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci à vous d'être là, ravie d'être avec vous pour cette 19e édition des Assises du journalisme de Tours. Je suis Lise Barcellini, je suis journaliste membre de Lumière sur l'info. Je suis aussi créatrice d'un podcast qui s'appelle « Il y a encore du taf ». 3 heures sur TikTok, c'est tout ce qu'il faut pour qu'un adolescent soit exposé à des contenus d'automutilation et de suicide, selon Amnesty International. Alors face à l'urgence sanitaire, la France s'apprête à légiférer. Un projet de loi prévoit l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Objectif, protéger la jeunesse des contenus violents, pornographiques, du cyberharcèlement. Protéger aussi les jeunes des algorithmes addictifs de TikTok, de Snapchat ou encore d'Instagram. N'y a-t-il que la méthode coercitive qui puisse protéger nos enfants? Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Bonne idée ou aveu d'impuissance? On va en débattre sur ce plateau. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagnée par 4 invités de choix. Bonjour à vous, vous allez bien? Arthur Delaporte, bonjour. Vous êtes député socialiste du Calvados. Vous êtes aussi président de la commission d'enquête TikTok. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Vous êtes ancienne ministre de l'Éducation nationale, présidente de France Terre d'Asile. Votre dernier ouvrage, Sevrage numérique, vient de sortir chez Talendier. Bonjour à vous. À vos côtés, François Saltiel, journaliste spécialiste des questions numériques, producteur de l'émission La Fabrique de l'information sur France Culture. Vous avez coécrit avec Virginie Sassoon à vos côtés Faire la paix avec nos écrans. C'est chez Flammarion. Virginie Sassoon, docteur en sciences de l'information et de la communication, directrice adjointe du Clémy. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Bonjour également au public. Je vous propose de commencer par un petit sondage à main levée. Si je vous pose cette question, d'abord à vous, avant d'en débattre avec les invités, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, une bonne idée? Ceux qui pensent que c'est une bonne idée, pouvez-vous lever la main? Ok, ceux qui pensent que ce n'est pas une bonne idée. Oh, vous avez vu une majorité? Peut-être un peu moins, là, ok. Ouais, 60-40, il y a débat. Et puis on va voir si le débat de nos 4 invités vont vous faire changer d'avis, évoluer dans nos échanges et dans votre positionnement sur ce sujet d'actualité. Merci à tous les 4 d'être ici. J'aimerais débuter cette table ronde avec une petite question courte, au tac au tac. Seriez-vous prêts, vous, les invités, à mettre votre smartphone et votre ordinateur dans un placard fermé à clé? Et si oui, pour combien de temps? Arthur Delaporte, je commence par vous. Alors, mon ordinateur pour très longtemps, mon smartphone, impossible. Voilà. Impossible. Ok, François Saltiel, mission impossible pour vous aussi? J'ai même pas compris la question. Oui, ça serait salutaire, mais difficile à faire. Et c'est vrai qu'il faudrait me forcer. Il faudrait que ça soit dans le cadre d'un défi. Alors, vous le faites bien, mais sinon, ça serait compliqué, oui. Virginie Sassoon. Oui, moi, j'aimerais beaucoup avoir plus de rituels de déconnexion, mais malheureusement, avec les vies professionnelles qu'on a, en tout cas, la mienne, c'est plus difficile, mais c'est quelque chose que je désire. Dans le public, n'hésitez pas à réfléchir vous aussi à cette question. Est-ce qu'on est prêt à mettre sous clé son smartphone, à s'interdire de l'utiliser, et combien de temps on va tenir? Najat Vallaud-Belkacem, je ne vous ai pas oublié. Vous avez tenté l'expérience, c'est même le début de votre livre Sevrage numérique. Vous avez mis sous clé téléphone portable, donc smartphone, ordinateur, dans le petit tiroir de la table de chevet. C'était l'été dernier. Votre défi, c'était de tenir 7 jours. Vous n'avez pas tenu aussi longtemps que prévu. C'était quoi l'idée en se lançant dans cette expérience et quelles leçons vous avez tirées? C'était d'essayer de démontrer à mes enfants que si, on était capable de se rationner. Et j'ai bien choisi quand même ma période, parce que le plein milieu du mois d'août, a priori, c'est pas là qu'on vous interrompt le plus, sauf que en réalité, au bout de 5 jours, c'était absolument insupportable. J'ai quand même tenu 5 jours. Mais comme je le raconte dans le livre, j'étais impactée par au moins 2 choses. La première, c'est qu'en fait, dans le smartphone, on a tout. Il n'y a pas que les réseaux sociaux ou de l'information. Vous avez votre
appareil photographique, vous avez vos codes de carte bleue, vous avez tout Notre réveil. le radio réveil. Et donc, au bout d'un moment, vous prenez surtout conscience que vous avez ramené l'essentiel de votre vie à ce petit écran et que c'est aussi pour ça que vous l'allumez aussi souvent. Puis la deuxième chose, c'était cette peur inouïe de manquer quelque chose, de manquer une actualité, de passer à côté du monde. Et donc, du coup, d'ailleurs, les anglo-saxons qui trouvent des formules pour tout ont inventé une formule pour ça. C'est ce qu'on appelle la FOMO, Fear of Missing Out. Et en fait, c'est exactement ça. Vous avez l'impression que si vous attendez que le journal papier sorte pour le lire, tout le monde est informé avant vous parce que tout le monde l'a vu en ligne. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être informé à la minute près de tout ce qui se passe dans le monde? Est-ce que ça, c'est bon pour notre bien-être mental? C'est toute la question. On fait tous le constat qu'on est accro à l'utilisation de nos smartphones. Ils nous rendent accros, ces smartphones, parce qu'il y a les réseaux sociaux. On a envie de toujours s'y connecter. Les risques liés à l'exposition aux réseaux sociaux sont moins documentés que les risques liés aux écrans. Ça fait des années qu'on nous met en garde contre les écrans, mais pour les réseaux sociaux, c'est plus compliqué. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement, de l'alimentation et du travail, a rendu un rapport en janvier. Et dans ce rapport, cette agence nationale alerte sur les conséquences sanitaires de l'utilisation des réseaux sociaux. Vous pensez qu'il y a urgence, Arthur Delaporte, il y a urgence à faire quelque chose face à ce caractère addictif des réseaux sociaux? Bien sûr. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que l'ANSES va dans le sens de ce qu'on essaie de raconter, je pense, avec l'ensemble des panélistes depuis plusieurs années, en disant qu'il y a des effets addictifs, même s'il y a un débat sur le terme, des réseaux sociaux en particulier qui dépassent l'usage des écrans. Parce que les réseaux sociaux fonctionnent avec un algorithme qui va justement avoir pour objectif de maximiser le temps d'attention sur l'application en elle-même et de vous empêcher d'aller sur d'autres applications, puisqu'il y a un espace concurrentiel entre les différentes applications. Et donc, pour gagner de l'argent, il faut vous vendre le plus de temps possible de publicité, et donc vous gardez le plus longtemps possible. Bon, ça, c'est ce qu'on observe d'un point de vue économique, en observant comment fonctionne la mécanique des réseaux sociaux. Et bien, l'ANSES le documente aussi d'un point de vue scientifique et d'un point de vue biologique. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur les individus? Même s'il faut le dire, l'étude de l'ANSES, c'est plus une compilation de toute la matière grise qui existe et des différentes études partout dans le monde entier. Mais justement, c'est hyper intéressant parce que ça la met aussi à disposition du grand public et c'est salutaire de ce point de vue-là. Il y a urgence sanitaire. Virginie Sassoon, les jeunes avec qui vous parlez, vous sentez qu'il y a ce scrolling compulsif. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe du Clémy. Donc vous, la jeunesse, c'est votre matière première. Vous travaillez avec eux et vous faites en sorte justement de capter leur attention en dehors des réseaux. Urgence sanitaire, je pense que ça a été assez bien documenté par les divers rapports qui ont été publiés ces dernières années. Moi, je ne suis pas la plus légitime pour parler de l'urgence sanitaire, mais l'urgence éducative, en tout cas, elle existe, elle est bien là. Parce que même si on légifère, on aura besoin d'éduquer, d'accompagner ces enfants pour que le plus tôt possible, ils soient informés de la manière dont ces algorithmes fonctionnent, de la manière dont ces réseaux sociaux vont les exposer à des contenus qui peuvent être inappropriés, leur faire du mal, à la toxicité potentielle de ces réseaux et puis à leur potentiel aussi émancipateur, on pourrait dire, pour comment accéder à une source, comment apprendre à s'informer sur ces réseaux sociaux pour les mettre au profit de son bien-être, de son éducation, de sa culture, de sa mise en relation avec des gens qui sont à l'autre bout du monde et qui peuvent partager nos passions. Donc je pense que l'urgence éducative est là. L'urgence sanitaire aussi, l'enjeu aussi, c'est de se mettre autour de la table, puisque l'interdiction ne répond qu'à une partie du problème. Il y a évidemment la question de l'accompagnement éducatif des enfants, mais aussi celui des parents, et on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Évidemment, on a le temps d'échanger là-dessus. J'aimerais bien qu'on reste sur cette urgence, le fait que le scrolling compulsif, toutes les stratégies mises en place par les réseaux sociaux pour capter notre attention toujours et encore. Peut-être qu'il y a l'un d'entre vous qui veut nous raconter c'est quoi l'effet rabbit hole. François Saldiel. Ça fait partie d'un des nombreux effets qui ont été développés justement par ces réseaux sociaux. Je pense que c'est peut-être intéressant de refaire un
tout petit pas en arrière, justement, pour comprendre ces mécanismes. Les réseaux sociaux, on les a découverts, on va dire, en 2005, à peu près, entre 2004, 2005, 2006. À cette époque-là, c'était vraiment le moment d'enchantement de ces réseaux sociaux. Ils avaient une promesse d'horizontalité, tout le monde devenait un média, on pouvait parler. On n'était pas uniquement dans la position où on a simplement le privilège de pouvoir être invité par les médias pour pouvoir s'exprimer. Les médias qui, par ailleurs, d'ailleurs, nous proposent assez peu de représentation de tout le monde, etc. Donc il y avait cette puissance du réseau social où on devenait un média. Vous le savez, elles ont accompagné aussi quelques révolutions. On a parlé des printemps arabes au moment de Twitter. Donc, quand on découvre ces réseaux, ils n'étaient pas aussi toxiques qu'ils ne le sont aujourd'hui. Il y avait une promesse, il y avait même des réseaux qu'on pouvait considérer comme progressistes avec des valeurs politiques sous-jacentes. Ça, c'était pendant la première décennie. Dans la deuxième, on est arrivé à un moment beaucoup plus critique par rapport à ces réseaux sociaux qui ont été pointés comme étant des facteurs de manipulation de l'opinion. On l'a vu avec le scandale Cambridge Analytica en 2016. Même quelques années auparavant, avec Edward Snowden, on a compris que ces réseaux pouvaient être des magnifiques et des outils efficaces de surveillance de masse de la population. Et puis on en est là aujourd'hui, au bout de 20 ans, on va dire une décennie d'enchantement, une décennie critique. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui face à la maturité que l'on peut avoir concernant les conséquences et les effets toxiques de ces réseaux? L'effet rabbit hole, c'est un effet parmi d'autres qui nous rend accros finalement à nos fils d'actualité, à ces algorithmes qui nous enferment dans des bulles cognitives et qui nous font plonger, en fait c'est une référence à Alice au Pays des Merveilles, qui nous faut plonger dans une sorte de terrier sans fin et sans fond, où d'un clic à un lien, un autre lien, on devient enfermé vers une information qu'on n'a même pas forcément choisie, mais qui s'impose à nous. Et donc c'est un piège. Et ces réseaux sociaux, qui sont majoritairement américains, avec un réseau social chinois qui est TikTok, ont travaillé avec des neuroscientifiques. Ils sont nourris justement de toutes ces failles et de la manière dont notre cerveau fonctionne, et ils ont exploité nos vulnérabilités. Et tous ces réseaux sociaux-là sont pensés pour qu'on y passe un maximum de temps en exploitant nos failles. Et ce qui est important à comprendre, c'est que nous sommes tous vulnérables par rapport à ces outils. Alors lorsqu'on est plus jeune, on l'est encore davantage, mais on est tous vulnérables par rapport à ces outils qui sont très puissants, voire même plus puissants que nous. Et c'est pour ça que, très honnêtement, à votre première question, on a tous répondu qu'on aurait bien du mal à se séparer peut-être plus de 5 jours, et c'est une performance de son téléphone portable. Et je pense que c'est partagé ici au sein de la salle. Il y a urgence sanitaire. Najat Vallaud-Belkacem, je pense que vous n'êtes plus à convaincre. Notre santé mentale est menacée. Quels sont les témoignages que vous avez recueillis de familles, de jeunes qui tombent dans la dépression, qui sont tentés par le suicide? Quel est le constat que vous faites, vous, de ces effets extrêmement néfastes des réseaux sociaux sur notre jeunesse? Tout simplement que les mineurs, en fait, c'est pas des majeurs en miniature, hein. Les mineurs, ils sont à un stade de leur évolution qui est très particulier. On pense aux adolescents, par exemple, avec un cerveau qui n'est pas définitivement fait, tout simplement. Avec une partie du cerveau qui est très, très, très en demande de validation sociale. Et ça, on a connu ça même nous-mêmes quand on était adolescents. C'est pour ça qu'on était en bande, c'est pour ça qu'on passait son temps à vouloir passer du temps avec les copains, etc., à recueillir leur assentiment. Donc, très en demande de validation sociale. Et il y a une autre partie du cerveau des adolescents qui, elle, n'est pas finie du tout, qui est le cortex préfrontal, qui est cet endroit où, grosso modo, on arrive à contenir ses impulsions, à évaluer les risques, à se projeter dans la suite, etc. Et ça, c'est pas du tout développé dans le cerveau des ados. Donc, si vous mettez bout à bout ces deux choses, le surdéveloppement de la demande de validation sociale et le sous-développement de la capacité à contenir ses impulsions, et que vous les mettez face à des réseaux sociaux dont tous les algorithmes ont été pensés pour être plus forts que votre cerveau, vous retenir quoi que vous en pensiez, etc., et ben, vous comprenez vite que les jeunes sont trop vulnérables. Ils ne peuvent pas lutter contre ça. C'est David contre Goliath. Mais là où je rejoins Françoise, c'est que c'est pas que les jeunes. Attention, les adultes aussi sont peut-être un peu moins vulnérables, mais ils sont tout aussi captifs et prisonniers de ce mode de fonctionnement des réseaux. Encore une fois, ce mode de fonctionnement, il sert l'intérêt financier des grandes entreprises que sont les GAFAM, puisque leur intérêt, c'est de nous retenir le plus longtemps en ligne, et c'est comme ça qu'elles monétisent finalement nos données qu'elles ont collectées au passage auprès des marques qui viennent poster leur publicité et qu'elles nous poussent donc à consommer après avoir vu 1000 fois les publicités ciblées sur nous-mêmes.
Mais à partir du moment où on se dit que ça n'est pas notre intérêt qui est poursuivi, la question qu'on se pose, c'est comment a-t-on pu laisser depuis tant d'années ces grands acteurs que sont les GAFAM organiser cet univers parallèle qui ne l'est plus tant, puisque si on y passe 56 heures par semaine, c'est un univers de vie, point, c'est pas un univers à côté. Organiser cet univers sans régulation, sans réglementation et sans contrainte. 58% des 11-12 ans ont déjà accès à un smartphone et sont déjà inscrits à un réseau social, 58% des 11-12 ans. Et parmi ces 58%, 45% des 11-12 ans ont déjà un compte sur TikTok. Donc on voit que les plus jeunes sont aussi très exposés à ce système des réseaux sociaux. Je pense qu'on est tous d'accord sur le constat de l'urgence sanitaire, mais on va peut-être se diviser sur ce qu'il faut faire pour répondre à l'urgence. Donc le gouvernement souhaite légiférer, interdire les réseaux sociaux au moins de 15 ans. C'est ça la solution ? Arthur Delaporte, vous êtes donc député socialiste du Calvados et vous avez été président de la commission TikTok. Donc vous en avez entendu des témoignages de jeunes en détresse ? On en a entendu, et moi, il y en a notamment un qui m'a marqué, c'est celui de cette famille qui avait une jeune fille qui avait 16 ans, enfin 15 ans et demi, 16 ans, et ils avaient une politique extrêmement stricte d'accès au téléphone et qu'elle s'était bagarrée pour avoir son téléphone. Ils lui ont finalement donné un smartphone, je crois qu'elle avait à peu près 15 ans. Ils ont mis en place une charte, des règles, des usages, et elle est tombée dans une spirale de dépendance. Elle s'est retrouvée très rapidement confrontée à des contenus incitant à l'automutilation, et en fait, elle avait 15 ans et demi. Donc, en fait, le sujet, ça peut être, j'ai pas de problème à dire qu'il faut mettre une barrière symbolique, mais enfin déjà, on peut se questionner sur l'effet, l'efficacité d'une telle barrière, mais de se dire que ça ne réglera absolument pas tout et ça ne nettoiera pas les réseaux sociaux des contenus problématiques et du fait qu'on peut avoir 15 ans et demi et même si on n'a rien eu avant, tomber dans des spirales de contenu mortifère. Par exemple, les troubles du comportement alimentaire, c'est quelque chose qu'on peut développer en moyenne, de façon plus probable, entre 14 et 16, 17 ans et demi. Donc, voilà, vous aurez beau avoir plus de 15 ans, vous aurez toujours des périodes de vulnérabilité extrêmement fortes, notamment quand vous êtes une jeune fille, et vous pouvez vous retrouver confronté à ce type de problématique. Donc, le sujet, il est, à mon sens, on parlera sans doute sur les solutions de régulation, à l'échelle européenne que ce combat doit se mener, parce que c'est d'abord qu'est-ce qu'on projette aux utilisateurs, comment est-ce qu'on le modère ou pas de façon efficace, et quelles sont les règles en fait d'utilisation des plateformes et les règles qui s'imposent aux plateformes. On va y venir en effet, Arthur Delaporte. Donc vous, c'est une fausse bonne idée. Disons que c'est une fausse bonne idée, d'une part, pour résumer, parce que ça ne règle pas le problème, et je dirais c'est l'arbre qui cache la forêt, ça donne l'impression d'agir, mais finalement, ça ne répond pas à toutes les problématiques. Et deuxièmement, le risque, c'est qu'il y ait des effets de contournement massifs qui s'observent par ailleurs dans les pays où ils testent ça, si les solutions qui s'accompagnent de la mise en place des 15 ans ne sont pas celles d'une stricte vérification de l'identité, enfin, en tout cas de l'âge, de l'ensemble des utilisateurs. Donc ça suppose aussi de consentir, quand on est majeur, à donner, y compris soi-même, son identité d'âge, si on veut effectivement protéger les mineurs. Ça n'empêchera pas les VPN, etc., de continuer à tourner, mais bon, ça on peut dire que c'est marginal par rapport aux effets de retrait. Et surtout, ça pose un troisième sujet qui est, à mon avis, plus philosophique, qui est quels sont les droits des enfants à l'ère numérique, et notamment droit à l'information, droit à l'expression, et comment est-ce qu'on continue de permettre ou pas, aux moins de 15 ans, d'avoir accès à ce type de canaux. Ça, c'est quelque chose qui a été soulevé par le Conseil d'État, et il me semble qu'en l'état actuel du texte, la réponse n'est pas encore suffisamment équilibrée ou pas suffisamment trouvée. Je me dis, voilà, quand on a 13, 14 ans, on est dans ce monde numérique de toute façon autour de nous, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos grands-parents échangent. Voilà. Et enfin, dernier point, et je m'arrêterai là, il y a la question du périmètre. Qu'est-ce que c'est que les réseaux sociaux qu'on interdit ? Moi, j'ai pas de problème à interdire TikTok. Je dirais même, il faut interdire TikTok, X, pour toute la société. Vous avez même demandé la suspension de TikTok il faut suspendre en France, TikTok donc Shop, pour tout le monde, pas que pour les jeunes. Shop, voilà. Évidemment, il y a des dangers et il y a eu des intentionnalités vraiment très caractérisées. Bon, allons aussi, si on va sur TikTok, X, puis on peut même aller plus loin, Meta, bon, mais à la fin, il ne reste plus grand-chose. Mais la question, c'est est-ce que ce plus grand-chose
n'est pas le modèle qu'on souhaite préserver. Et est-ce que ce plus grand chose ne devrait pas être généralisé Je vous pour tout coupe le monde, parce y que vous compris faites pour les déjà mineurs? tout le reste du débat, Arthur Delaporte, Pardon. vous prenez de l'avance. François Saltiel, c'est une bonne idée, une fausse bonne idée, une excellente idée, cette interdiction pour les moins de 15 ans? Non, c'est une idée que je comprends. C'est une idée qui rassure beaucoup les parents. C'est une idée qui pose une norme. Donc il y a ce facteur-là. Et je pense que voilà, on a tous rencontré des parents. On est parfois peut-être nous-mêmes parents. Et on sait que pour eux, savoir que l'autorité dit que maintenant, une consultation excessive ou une consultation des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui peut être dangereux pour toi. Ça permet à des parents d'installer un cadre normatif. Et dans le livre avec Virginie, on compare souvent notre rôle de parent à soit de dealer de temps d'écran ou de gendarme. Et je pense que dans la salle, beaucoup peuvent s'y retrouver qui ont des adolescents où on deal une demi-heure, une heure, et on sont souvent confrontés à ce rôle-là. Et lorsqu'on a bien l'État qui prend conscience que ces réseaux sont dangereux, ça me paraît positif. Ce qui me paraît moins positif, c'est que cette loi peut être considérée aussi comme un aveu d'échec. Un aveu d'échec, justement, Arthur Delaporte l'a signifié, des réglementations européennes, parce que ce qui est néfaste, et Najat Vallaud-Belkacem l'a très bien décrit au départ, c'est le modèle délétère des algorithmes, le modèle délétère de ces plateformes. Hier, on a eu la chance d'avoir Thierry Breton ici pour mener quelques débats aux assises, peut-être que certains d'entre vous y ont assisté, et Thierry Breton a œuvré avec le DSA justement un règlement européen qui veut apporter plus de transparence, qui veut limiter la transparence algorithmique, qui veut limiter les effets négatifs sur les plateformes. Et c'est ça, en fait, le vrai combat qu'il faut mener. Et c'est ça, le vrai combat qu'il a essayé de mener. Alors ensuite, ce combat se trouve confronté à un bras de fer géopolitique entre un technopouvoir et sa volonté dérégulatrice et une Europe qui essaye tant bien que mal de faire appliquer son règlement, mais qui est confrontée à beaucoup de ripostes, et qui sont des ripostes graves et inquiétantes. Et comme on n'arrive pas à faire appliquer ce règlement, que si ce règlement est effectif, on aurait des réseaux sociaux beaucoup plus vertueux, je ne dis pas qu'ils seraient parfait, mais il serait totalement visitable et utilisable. Et comme on n'arrive pas à faire le poids, comme l'Union européenne n'arrive pas à imposer ce règlement, eh bien les pays, individuellement, alors c'est le cas dans d'autres pays en Europe, tentent tant bien que mal d'essayer de limiter l'accès à la population qu'on considère comme la plus fragile et qui l'est sans doute, à savoir les jeunes. Mais ce qui ne veut pas dire que ces jeunes ne trouvent pas aussi d'autres intérêts à aller sur les réseaux sociaux, que ça stigmatise aussi leurs pratiques. Et on sait très bien que la place de la jeunesse dans notre société est très importante, et je pense que c'est un grand sujet aussi. Et elle peut se sentir un peu à l'écart et sur le bas-côté de voir qu'on lui interdit à elle un accès aux réseaux sociaux, alors que les parents sont très loin d'être exemplaires. Et je dis les parents et les personnalités politiques qui utilisent aussi ces réseaux sociaux-là, et donc qui leur donnent de la valeur et qui leur donnent aussi une attractivité. Donc, moi, je pense que c'est pas une bonne idée dans le fond, puisque c'est un aveu d'échec, ça peut être contournable, ça stigmatise un peu les pratiques de la jeunesse, même si je reconnais que ça a au moins le mérite d'avoir ce débat ici comme dans d'autres, d'avoir une discussion à l'Assemblée, au Sénat, d'avoir eu grand nombre d'émissions de télévision qui s'y sont intéressées, d'avoir des personnalités politiques qui s'emparent de ce sujet-là, et que collectivement, on puisse mener cette discussion ensemble. Mais je crois que pour finir, la solution, ce ne sera pas nous, parents, autorités, contre les adolescents, ça sera adolescents, parents, contre les écrans. Et de se dire que le vrai danger, ce sont les écrans, et qu'on est ensemble, toute la communauté parentale, adolescent et même éducative, pour qu'on puisse se mettre autour de la table et se dire comment on arrive à faire face contre cet ennemi qui, on l'a dit tout à l'heure, est plus dangereux que nous. François Saltiel, vous avez coécrit le livre avec Virginie Sassoon, qui est à vos côtés, qui est aussi votre partenaire de vie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre pas seulement d'experts, c'est un livre de parents. Est-ce qu'à la maison, vous êtes toujours d'accord sur l'utilisation des réseaux sociaux? Est-ce que, en commençant l'écriture de cet ouvrage, vous étiez d'accord sur la réponse à cette question, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Est-ce que c'est une bonne idée, Virginie Sassoon? Alors là, je ne vais pas m'exprimer pour le CLIMI. Je vais m'exprimer. Non, en fait, moi, l'écriture du livre, je dois le dire, m'a radicalisée sur la prise de conscience voilà, de l'urgence sanitaire, sociale, éducative. J'en avais déjà une expérience, mais étant voilà, fortement impliquée dans l'éducation aux médias, à l'information, j'ai pris aussi conscience de l'enjeu, du fait que l'éducation ne pourrait pas répondre à tout. Et la question, et sur laquelle on n'est pas toujours d'accord aussi avec François, moi, pour animer beaucoup d'ateliers avec des parents qui sont souvent extrêmement démunis, je pense justement à cette maman qui était voilà, très en difficulté avec sa fille de 11 ans, qui ne voulait qu'une chose pour Noël, c'était TikTok.
Et elle me disait, mais qu'est-ce que je peux lui dire? La seule chose, elle ne veut pas de cadeau, elle ne veut que TikTok pour Noël. Et j'ai repensé à cette mère au regard de tout tout ce qui se passe, de toute cette actualité, qui a le mérite aussi d'avoir éclairé les dangers, les risques que font peser les réseaux sociaux et notamment TikTok sur la santé mentale des ados et pas que sur la santé mentale d'ailleurs. Et voilà, dans la perspective de cette interdiction, qui est une riposte qui n'est pas parfaite, qui ne répond pas à elle seule à l'enjeu systémique, je me dis c'est quand même une nouvelle norme dont on a besoin symboliquement pour pouvoir répondre aussi à ces adolescents qui sont aussi dans une forme de maturité collective, parce qu'on le disait, les réseaux sociaux ont à peu près 20 ans, et aujourd'hui, quand vous interrogez aussi les adolescents, nombreux adolescents ont pleinement conscience aussi que les réseaux sociaux leur prennent souvent plus que ce que ça leur donne. Donc je pense qu'il y a cette notion de réponse coordonnée qui est nécessaire, que l'interdiction, pour moi, elle vient répondre à un moment, à un endroit dont on a aussi besoin et qu'elle a le mérite aussi de mettre ce sujet sur la table, et que pour les parents, effectivement, ça serait une béquille. Après, du côté des enseignants, il me semble que il faudrait pas que l'éducation soit la grande absente de ce débat. Il faudrait pas que ça refroidisse des élans de créatifs, d'enseignants qui voudraient s'emparer du sujet des réseaux sociaux avec des enfants qui n'auraient pas l'âge légal pour y aller, parce que justement, je trouve qu'à ce titre-là, l'exemple finlandais c'est dans les classes où il y en a qui ont 14 ans et demi et ceux qui ont déjà 15 ans. Exactement. Et en Finlande, on voit par exemple que c'est très intéressant la manière dont ils ont intégré l'éducation aux médias vraiment dès le plus jeune âge, et ils confrontent très jeunes des enfants à des contenus issus de TikTok pour apprendre à décrypter les narratifs de désinformation, les manipulations de l'information. Donc voilà, il faut réussir à tenir les deux. Najat Vallaud-Belkacem, c'est une solution à mettre en place tout de suite, même si ce n'est pas la seule solution pour protéger les jeunes des effets néfastes des réseaux sociaux. C'est une solution que vous appelez de vos voeux le plus rapidement possible, l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans? Moi, j'y suis favorable, oui. J'entends qu'il puisse y avoir des oppositions ou des bémols, mais honnêtement, je pars d'un raisonnement relativement simple qui est que, encore une fois, comme les jeunes sont dans un état de vulnérabilité à un âge de leur vie très particulier, et en plus à un âge où ils sont censés aussi absorber beaucoup d'apprentissage, parce que c'est aussi ça, la vie des jeunes, c'est d'aller à l'école, d'apprendre, etc. Or, l'usage irrépressible des réseaux sociaux de longues heures par jour détruit quand même des capacités cognitives, engendre une dette de sommeil que tous les enseignants voient. Je peux vous dire que le nombre d'enseignants qui ont témoigné auprès de moi du fait qu'une partie de leur salle, de leur classe, dormait une partie du cours. Comment peut-on suivre le cours, le retenir, l'absorber? Bref, donc pour toutes ces raisons-là, je dis qu'à cet âge-là, il y a un besoin de protection. De la même façon qu'un jeune, un mineur n'est pas autorisé à signer un contrat dans la vie, parce que ce serait trop engageant pour lui. Imaginez-le signer un contrat de vente d'une maison, par exemple. Voilà, c'est pas possible. Eh bien, les réseaux sociaux, quand on s'y inscrit, il y a un contrat qui s'appelle les conditions générales d'utilisation et qui sont extrêmement engageantes. Personne ne les lit. Elles font 50 pages, mais enfin, grosso modo, une fois qu'on les a signées, ça veut dire que nos données sont en ligne, qu'on peut être potentiellement victime de cyberharcèlement, qu'on est soumis à du contenu qu'on n'a pas forcément décidé de choisir, de voulu voir, comme par exemple du contenu pornographique, etc., etc., et qu'on va être surtout la souris enfermée dans une cage, objet des algorithmes qu'on vient de décrire. Donc, tout ça est tellement engageant que oui, qu'on dise les moins de 15 ans, c'est pas protecteur que de les laisser s'inscrire, tout simplement, ça me paraît évident. Et une chose quand même sur laquelle je voudrais rebondir, que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit 58% des 8-10 ans, je crois. 11-12 ans. Des 11-12 ans. 58% des 11-12 ans sont déjà inscrits sur les réseaux sociaux. Enfin, est-ce qu'on se souvient que normalement, il est interdit de s'inscrire sur un réseau social avant 13 ans? Ça, c'est une règle qui existe. Donc, rien que cette image-là, qu'est-ce qu'on devrait conclure? On ne devrait pas conclure la preuve que ça sert à rien, pas du tout. On devrait conclure, mais qu'est-ce que c'est que ces réseaux sociaux, ces plateformes qui ne respectent aucune des règles qu'on leur demande de respecter? Donc en fait, moi je suis pour une fermeté, une radicalité. J'ai bien aimé le terme de Virginie tout à l'heure. Et moi aussi, en faisant l'enquête du livre,
j'avoue que je me suis complètement radicalisée, parce que quand on se plonge dans le fonctionnement de ces plateformes, sur lesquelles nous éclairent tous les lanceurs d'alerte, notamment, c'est-à-dire les anciens cadres de Facebook, etc., qui les ont quittés et qui racontent ce qui se passait à l'intérieur, qu'on se rend compte que ces entreprises étaient parfaitement informées de la toxicité de leurs produits, du lien direct entre ce qu'elles avaient développé et l'augmentation exponentielle du taux de suicide chez les adolescentes de 14 à 16 ans dans tous nos pays, les automutilations que vous évoquiez, etc. Ces entreprises étaient informées et pourtant elles ont choisi de poursuivre la commercialisation de produits toujours plus dangereux. Donc en fait, pour cette raison-là, moi je dis il faut être d'une fermeté absolue. Donc c'est vrai qu'il y a la législation européenne, mais la législation européenne, d'abord, elle est écrite de telle façon que soit elle s'accompagne du volontarisme de la Commission européenne qui fait tomber des sanctions de plusieurs milliards de dollars sur les entreprises qui ne respectent pas. C'est arrivé une fois à l'encontre de Google, soit il n'y a pas ce volontarisme politique. Or, on est dans un moment géopolitique, malheureusement, où Trump fait tout pour nous défaire de cette législation. Et donc, il y a de l'apathie, il y a de l'attentisme. Qu'est-ce qu'il reste à ce moment-là? Il reste, nous, à l'échelle de nos pays, où nous devons défendre l'attention de nos concitoyens, à commencer par celle des plus jeunes. Vous me faites une transition parfaite, Najat Vallaud-Belkacem. Il y a quelques instants, quelques minutes avant le début de cette table ronde, je ne sais pas si vous avez vu l'information, la Grèce, en tout cas le Premier ministre grec, a annoncé, ironie de l'histoire, sur une vidéo postée sur TikTok, qu'il allait soumettre au vote de son Parlement cet été une interdiction des réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 15 ans à partir du 1er janvier 2027. Vos réactions autour de la table? Ça montre que il n'y a pas que la France qui est prête à légiférer, c'est un enjeu aussi un peu partout. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une dynamique européenne et mondiale. Aujourd'hui, l'interdiction des moins de 15 ans, donc il y en a ceux qui l'expérimentent et qui essuient les plâtres, notamment l'Australie, mais il y a différentes manières de le mettre en place. Notamment, une question qui est au cœur de ce que j'évoquais tout à l'heure, la vérification ou l'estimation d'âge. Ça, c'est quelque chose qui est important parce que l'estimation d'âge, en gros, la plateforme va vous demander quel âge vous avez et s'il estime que votre comportement ne correspond pas ou si elle vous demande de faire un selfie et que vos données biométriques ne correspondent pas à ce qu'elle estime devoir être votre âge, alors elle vous bannit. C'est ce qui s'est passé pour les mineurs australiens. Alors, ils ont découvert qu'en se faisant une moustache, en fait, ils pouvaient se donner l'air plus vieux et donc récupérer leur compte. Bon, il y aura toujours des contournements. Il y aura toujours des contournements. Mais justement, là, ce qu'on est en train de mettre en place en Europe, c'est quelque chose de différent. C'est notamment une technologie qui peut reposer sur la vérification d'identité avec plateforme de double anonymat. Donc, normalement, on ne connaît pas qui vous êtes, mais on sait quand même quel âge vous avez en demandant à ce tiers. Ça, c'est ce qui va être possible grâce au portefeuille numérique européen dont un certain nombre d'États membres sont expérimentateurs, et notamment les États membres qui sont les plus avancés sur la coalition qui s'est constituée à Bruxelles sur la protection des enfants. L'Espagne, le Danemark, l'Italie, la Grèce, quelques autres pays que j'oublie, font partie de ceux qui sont les plus en pointe aujourd'hui, la Belgique un petit peu, pour essayer de mettre en œuvre des régulations avancées sur les mineurs. C'est comme ça qu'il y a eu notamment des directives de la Commission européenne, enfin ce qu'on appelle les lignes directrices de l'article 28 du DSA, qui sont sorties l'été dernier, qui permettent aux États membres, s'ils le souhaitent, de mettre en œuvre des mesures d'âge. Et donc la Grèce, en fait, elle s'inscrit dans ce cadre-là, qui est offert depuis en gros 6 mois, 1 an, par la Commission européenne, sachant qu'à ce stade, aucun pays n'a été jusqu'à la mise en œuvre concrète de la mesure, que la France aurait pu être le premier pays à partir du 1er septembre, mais que le débat parlementaire tardant, ça va sans doute être repoussé à un peu plus tard, voilà, et que tous les pays se questionnent sur la manière de l'écrire pour le rendre conforme au droit européen. Parce que, juste pour finir, oui. Pourquoi c'est pas forcément conforme? Parce que le droit européen dit qu'on ne peut pas imposer des obligations aux plateformes quand on est un État membre. Donc on peut juste fixer un âge, mais derrière, c'est aux plateformes de s'assurer qu'elles respectent ça. Et donc, voilà, c'est une rédaction assez fine. Et ce qui est certain, c'est que quelle que soit la première loi qui arrive à être votée en lecture définitive par un Parlement, elle sera soumise à validation, entre guillemets, de la Commission européenne. Et on n'est pas totalement certain qu'il y ait à ce stade une rédaction qui soit totalement
conforme. Voilà, donc on est loin, à l'heure où je vous parle, d'avoir les premières applications concrètes, parce que ça suppose, 1, des dispositifs de vérification effectifs, 2, une écriture juridique conforme au droit européen. Vous le disiez, Arthur Delaporte, pour l'instant, aucun pays européen n'a passé ce cap, mais il y a un exemple à l'étranger. François Saltiel, est-ce qu'on peut tirer un premier bilan du cas australien? Depuis le 10 décembre, les mineurs de moins de 16 ans n'ont plus accès aux réseaux sociaux. 5 millions de comptes d'ados ont été supprimés en 1 minute, en 1 seconde. On sait déjà en 4 mois si ça fait l'effet escompté? On a déjà quelques indices. Après, c'est encore un peu tôt quand même pour tirer un bilan au bout de 4 mois. Mais je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit sur la Grèce et faire la transition avec l'Australie. Je trouve que dans ce que vous avez annoncé, Lise, tout était là. C'est-à-dire qu'on a un Premier ministre qui annonce sur TikTok que les jeunes ne vont plus pouvoir utiliser TikTok. Et je trouve que tout le paradoxe est ici. C'est-à-dire que par rapport à la différence entre les adolescents et les adultes, parce qu'il faut aussi entendre ces voix d'adolescents qui disent « mais oui, mais tout se passe sur les réseaux sociaux, tu vas me couper les réseaux sociaux, mais je ne pourrai plus m'informer ». On est ici dans les assises du journalisme. On sait très bien que les jeunes s'informent sur les réseaux sociaux. On le dit à longueur de table ronde que ces médias traditionnels que nous représentons pour certains sont en danger, puisqu'on sait très bien que l'audience s'est déplacée, qu'elle va ailleurs, que ces médias eux-mêmes sont sur les réseaux sociaux pour essayer de toucher une cible qui ne s'informe que comme ça. On a tous ici discuter avec des adolescents qui nous disent tous qu'ils s'informent avec Hugo Décrypte, par exemple, mais qui ne vont pas forcément aller sur le site du Monde pour aller chercher des informations. Non, ils vont regarder le compte Snapchat du Monde. Donc, on a des personnalités politiques qui font des déclarations et qui accordent la primeur de leurs déclarations sur ces réseaux sociaux. Vous avez parlé de la Grèce, mais on peut parler d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, aujourd'hui, il peut passer davantage sur X que sur l'AFP. Donc, il donne de la valeur, en fait, à ce réseau social-là. Tous les médias donnent de la valeur en y allant. Donc, on va dire à des jeunes, tu peux plus les utiliser, tu pourras peut-être plus forcément t'informer sur ces réseaux et tu vas rebasculer vers d'autres modalités qui sont aujourd'hui pas franchement pragmatiques. Donc, pour revenir maintenant à votre question sur l'Australie et faire le lien, quand le Premier ministre australien aussi est arrivé pour annoncer cette interdiction, il a dit « Voilà, c'est terminé, les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 16 ans, maintenant, prenez un livre ». En s'adressant comme ça à la jeunesse. Est-ce que vous avez déjà vu un adolescent prendre un livre parce qu'on va lui dire « Tu n'as plus le droit aux réseaux sociaux, il faut que tu prennes un livre ». Je pense que c'est le meilleur moyen qu'il n'en prenne pas de livre et qu'il trouve tous les outils de contournement à sa portée, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, pour retourner sur ces réseaux sociaux qui sont maintenant interdits. Et lorsqu'on est adolescent et pas que, on adore la transgression et surtout essayer de la traverser. Donc, en fait, on a évoqué le FOMO au début de cette table ronde. Nous, ce qu'on essaye de développer avec Virginie, c'est plutôt d'aller vers le JOMO, c'est-à-dire la joie de la déconnexion. Et l'idée, c'est pas tant de prendre un livre et de se couper des réseaux sociaux avec un aspect punitif, c'est de se dire, si tu te coupes des réseaux sociaux, si tu t'offres un moment de déconnexion, tu t'offres un moment de déconnexion pour toi, parce que tu redonnes de la valeur avec le moment que tu es en train de vivre déconnecté, soit ton ami, ton compagnon ou toi-même, tout simplement. Et c'est pour ça que je pense que le côté punitif me paraît un peu injuste, et le paradoxe de ce ministre grec en témoigne, c'est-à-dire moi j'ai le droit d'y aller, mais toi tu n'auras plus le droit d'y aller alors que tout se passe là-bas. Mais c'est plutôt de se dire comment on arrive ensemble à réinventer des espaces, encore une fois, vertueux, positifs, où on a tous envie d'aller. Et je pense que sans envie, sans plaisir d'être déconnecté ou sans plaisir d'imaginer autre chose, cette interdiction, à mon sens, n'aura des effets que limités. Donc, imaginer des alternatives désirables aux réseaux sociaux pour nos jeunes. Virginie Sassoon, on a déjà commencé à l'évoquer tout à l'heure, votre interrogation avec François Saltiel sur les parents. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont impuissants. Donc, leur donner un cadre législatif, ça peut les aider, mais ce n'est pas la seule solution. Vous créez dans cet ouvrage une boussole que vous appelez Play. C'est quoi Play? C'est un jeu? Oui, c'est un peu le jeu dans le prolongement de ce que venait de dire François. C'est le jeu et le plaisir aussi d'être ensemble. Play, c'est un acronyme autour de 4 grands principes. Le premier, c'est P, partager la vie numérique de nos enfants. 80% des parents ne savent pas ce que font leurs enfants en ligne. C'est aussi pour ça qu'il y a tant de petits clandestins du web, parce que quand on donne un premier smartphone ou quand on prête le sien ou quand on prête la tablette, rares sont les parents qui peuvent ou qui ont
la possibilité ou qui ont la curiosité de s'intéresser à ce que font leurs enfants. Donc il y a un vrai enjeu de partager la vie numérique des enfants, de savoir ce qu'ils font. Le deuxième pilier, c'est le L, donc libérer du temps sans écran. Et là, ça revient vraiment à ces alternatives désirables qu'on doit être capable d'incarner en tant que parent, mais aussi en tant que responsable politique. Et je dirais même, c'est à l'échelle plus sociétale, cette riposte citoyenne, de donner envie de lire, de donner envie de sortir dehors. Quand aujourd'hui on ferme des cours de récréation parce que les enfants font trop de bruit en 2025, c'est une école, c'est le tribunal de Créteil, si je ne dis pas de bêtises, qui a fermé une cour de récréation. Quand on voit que la SNCF ferme les wagons, aux enfants, qu'il y a des wagons No Kids, donc quelle aussi alternative désirable on met dans l'espace public pour retrouver le goût du dehors et pour nous-mêmes, en tant que société, être capable de sortir de ce face-à-face toxique avec les écrans. Le A pour accueillir les émotions. Nous, on est d'une génération où quand on demande aux enfants « Est-ce que tu as passé une bonne journée ?», on n'inclut pas ce qu'il a vécu sur Snap, sur Instagram, sur TikTok, etc. Donc intégrer aussi le fait que la vie, aujourd'hui, elle est connectée. On l'a tous vu, c'est extrêmement compliqué de se déconnecter. Donc même si on peut aspirer à une déconnexion joyeuse et avec une forme de radicalité aussi autour du JOMO, cette capacité aussi à s'intéresser aux émotions qui sont vécues en ligne, et quiconque a été victime de cyberharcèlement sait que la souffrance, elle est réelle, et c'est pas parce que c'est dans le monde virtuel que c'est pas des émotions qui sont réelles. Et puis enfin poser un cadre, parce qu'un cadre qui est évolutif, mais un cadre dont on a tous besoin à l'échelle familiale et d'ailleurs à l'échelle européenne et nationale aussi, qui est le Y, pour savoir à quoi on dit oui, à quoi on dit non, puisque aujourd'hui on parlait de ces enfants qui sont sur les réseaux sociaux avant l'âge légal. La première exposition à des images pornographiques pour les garçons, je crois qu'elle intervient autour de 11 ans. Selon une étude de l'ARCOM, l'usage de l'IA qui est massif auprès des adolescents, que ce soit pour faire leurs devoirs, mais aussi pour se confier. L'ONG Common Sense Media a sorti une enquête il y a quelques mois qui disait que 72% des adolescents américains entretenaient une relation émotionnelle avec une IA. Donc ça nous permet aussi d'avoir une espèce de baromètre de l'implication en fait, de ces robots, de ces agents conversationnels dans l'intimité des enfants. Donc poser un cadre progressif, évolutif, qui soit partagé en famille, où les parents puissent respecter aussi ce cadre, ça nous semble une bonne boussole. Merci pour cette boussole, on va essayer de la mettre en place. Moi, ça m'inspire aussi. Je voulais qu'on en vienne à cette décision. La semaine dernière, 2 décisions de justice importantes aux États-Unis. Meta et Google jugés responsables d'avoir mis en danger des mineurs avec leurs applications jugées addictives. Najat Vallaud-Belkacem, c'est passé un peu inaperçu cette info en France. Vous pensez que c'est un point de bascule? Ce serait la première fois que des plateformes sont condamnées pour leur contenant, pour leurs caractéristiques et pas seulement pour leur contenu. Parce qu'on voit bien qu'on parle des contenus pornographiques, violents, etc. Mais il n'y a pas que les contenus qui posent problème, c'est aussi les caractéristiques, comment ils nous rendent accros, addicts à ces réseaux sociaux. C'est un point de bascule pour vous, Najat Vallaud-Belkacem ? Oui, moi, ce qui m'a frappé, en effet, c'est que ça ait fait couler si peu d'encre, cette information qui nous venait, certes de loin, des États-Unis, puisque c'est là-bas que ça s'est passé, cette condamnation. Certes, condamnation pas définitive, puisque les entreprises en question, Meta et Google, ont fait appel. Mais quand même, on est au début de quelque chose qui ressemble à ce qui s'est passé avec l'industrie du tabac. C'est-à-dire que le jour où cette décision sera enfin définitive et qu'il sera donc avéré par la justice que c'est bien cet écosystème et cette organisation qu'ont choisi les plateformes dans leurs réseaux sociaux qui porte atteinte en soi à la santé mentale, en l'occurrence des jeunes, puisque c'est de ça qu'il s'agissait dans cette affaire, qui avait développé des troubles alimentaires, notamment, puisque vous en parliez tout à l'heure. Eh bien, ce sera quand même un grand pas, parce que ça commencera à faire jurisprudence, que peut-être on verra des grandes classes actions
qui ne seront pas uniquement, parce que vous pourriez me dire, il y a déjà des parents qui se sont mis ensemble pour attaquer les GAFAM du fait du suicide de leurs adolescentes, hein, y compris d'ailleurs en France. On a 13 familles qui sont engagées dans un procès comme celui-là. Mais là, c'est même sans attendre l'irréparable voilà, il y a une jurisprudence qui peut être faite sur le fonctionnement de ces entreprises. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est vous avez évoqué Meta et Google, mais en fait, il y a aussi TikTok, sauf que TikTok est passé entre les gouttes parce qu'elle a signé un accord avec les plaignants. Donc, c'est vous dire à quel point elle avait sans doute rien à se reprocher si elle va jusqu'à signer un accord. Donc, en fait, ces entreprises, comme je le disais tout à l'heure, se savent en faute, hein. Je pense que, à défaut d'avoir des pouvoirs publics qui légifèrent suffisamment rapidement, la bonne issue, c'est d'avoir des parents, des individus, on n'a pas besoin d'être forcément parents, hein, qui attaquent en justice. Pour détailler cette histoire, pour ceux qui ne l'ont pas en tête, c'est l'histoire de cette adolescente qui, dès 6 ans en Californie, donc, a été sur les réseaux sociaux et qui a maintenant une vingtaine d'années et qui a réussi donc à faire condamner Instagram et YouTube, donc Meta et Google, pour... ils ont été jugés responsables de l'avoir rendue dépressive, extrêmement anxieuse, cette jeune fille. Arthur Delaporte, on voit bien que l'enjeu, au-delà de cette question d'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, le véritable enjeu, c'est comment réguler les plateformes. Est-ce qu'on peut faire vraiment quelque chose face aux GAFAM, même s'il y a des décisions de justice, si elles sont... Eh bien justement, moi je pense que c'est d'abord là que doit se mener le combat. En justice, en justice, bien sûr. Ouais. En justice, parce que en fait, le droit existe et la protection des personnes. Aujourd'hui, il y a un droit qui dit qu'on ne peut pas en fait inciter les gens à commettre des actions suicidaires. Et là, en fait, il y a un délit de négligence. C'est-à-dire que les plateformes ont laissé des contenus qui incitent à la violence présent, alors même qu'elles en étaient conscientes, au moins ça avait été signalé à leur égard. Moi, j'ai signalé pas mal de contenus de scarification, par exemple, de glorification, d'automatification, qui n'ont jamais été retirés. Et en fait, quand on le dit aux plateformes, ils nous disent « Ah oui, mais ça, c'est un problème de modération ». Mais pour autant, elles ne vont pas agir. Et non seulement elles ne vont pas agir pour les retirer de façon efficace, mais elles vont en plus renforcer par la mécanique algorithmique qu'on évoquait tout à l'heure, l'effet terrier de lapin, rabbit hole, l'exposition à ces contenus problématiques. Et après, elles vont nous dire « Ah oui, mais non, mais ça, c'est un des effets indésirables, on n'était pas vraiment au courant ». C'est pas vrai. Il y a des leaks, donc des fuites de données qui ont révélé que les plateformes sont totalement conscientes qu'il y a des effets indésirables des mécanismes algorithmiques sur la santé mentale et sur l'exposition à ces contenus dangereux. Donc à partir de là, si la plateforme sait qu'il y a des effets sur les individus et qu'elle n'agit pas pour les prévenir, à mon sens, il y a une culpabilité qui reste à démontrer d'un point de vue judiciaire, hein, mais en tout cas, ça rentre sous le coup de la loi pénale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai, pour ma part, saisi la justice à l'issue de la commission d'enquête TikTok, ce qui a donné lieu à l'ouverture de la première enquête, en fait, contre cette plateforme à l'échelle nationale par le parquet national anti-cybercriminalité. Et cette enquête a été alimentée par les plaintes du collectif des victimes, Algos Victima, qu'évoquait Najat à l'instant, qui avait été voir, je crois, le parquet de Nice, mais ça avait pas, c'était resté un peu stationnaire. Et donc là, depuis 6 mois maintenant, voilà, il y a une action en justice qui est en train d'être mise en place contre TikTok, en parallèle d'une action en justice qui est en train d'être mise en place contre X pour d'autres motifs, mais on retrouve un peu les mêmes. Et j'ose espérer que quand on aura accumulé suffisamment d'éléments de preuve, il y aura derrière un procès et qu'il y aura une condamnation qui sera la plus exemplaire possible. Ça, c'est la justice judiciaire nationale. Mais il y a aussi la nécessité d'avoir des actions administratives, de justice administrative à l'échelle européenne. Et donc c'est là où la Commission européenne a un rôle majeur à jouer dans l'application du droit existant, puisqu'il y a des enquêtes qui ont été lancées contre la plupart des multinationales du numérique, et notamment sur TikTok, par exemple, il y a une première vague de remarques qui ont été transmises à la plateforme il y a de ça 3 mois à peu près. Et donc la plateforme doit faire des réponses. Et si la Commission estime que les réponses ne sont pas suffisantes par rapport aux manquements constatés par rapport au droit en vigueur, alors dans ce cas-là, il peut y avoir une amende qui peut être très importante, c'est-à-dire en dizaines, centaines de millions d'euros. C'est jusqu'à 5% du chiffre d'affaires mondial.
Donc ça peut paraître à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais c'est quand même des centaines de millions d'euros. Et donc moi j'espère voilà, que ces amendes elles seront prononcées et que derrière les plateformes rectifieront le tir. Et si elles ne le font pas, il y a des mécanismes qui peuvent aller jusqu'à la suspension des plateformes. Et ça, voilà, c'est déjà dans le droit et c'est le résultat de mobilisation politique, notamment pour le DSA, et on parlait de Thierry Breton à l'instant. Donc il y a un cadre juridique, maintenant il faut le faire appliquer. Voilà, c'est tout. C'est pour moi la principale des priorités. Il faut que ça aille le plus vite possible. Parce qu'on peut toujours rajouter des contraintes qui pèsent sur les plateformes, mais si on n'est pas en capacité de faire appliquer déjà celles qui existent, eh bien on aura juste une chose, c'est l'idée de l'impuissance collective. François Saltiel, pour vous aussi, c'est l'enjeu, la régulation des plateformes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous êtes d'accord avec Arthur Delaporte? C'est pas un combat perdu d'avance? C'est un combat largement difficile, en tout cas ça c'est sûr, qui peut effectivement nous plonger dans une forme de fatalisme, c'est-à-dire qu'ils sont très puissants. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on a très bien compris maintenant, c'est qu'on ne peut plus rien attendre des GAFAM, c'est-à-dire ou des plateformes. Je pense qu'on ne peut plus rien attendre d'elles. Pendant très longtemps, on a écouté tous les excuses de Mark Zuckerberg qui, de procès en procès, promettait de faire mieux la prochaine fois, mais qu'il n'y était pour rien sur la manipulation des opinions, mais qu'il n'y était pour rien sur la santé mentale des jeunes qui se détériorait, mais qu'il n'y était pour rien sur les troubles alimentaires ou sur l'injonction à certains stéréotypes qui cultivent, etc. Mais voilà, on ne peut plus du tout faire confiance à ces plateformes-là. Et après tout, on peut presque les comprendre. C'est-à-dire que ces plateformes, ce sont des entreprises privées qui ne sont motivées que par le profit et elles s'intéressent finalement assez peu à la manière dont les utilisateurs qui sont des clients se comportent. L'idée étant d'en avoir toujours autant, et ils y arrivent très bien, puisqu'on a expliqué déjà précédemment comment ils arrivaient à nous capter. Et on voit bien que cette responsabilité est encore collective par rapport à ces plateformes, puisqu'on est tous aussi spectateurs et utilisateurs de ces plateformes. Donc je parlais des personnalités politiques, mais nous-mêmes, on leur donne de la valeur en y étant et en y étant toujours. Donc ils sont très puissants, il y a des réglementations européennes, et je suis d'accord avec Arthur Delaporte qu'on a souvent tendance, et c'est normal, lorsqu'on est une personnalité politique, de se dire on va créer une loi, parce que ça permet d'avoir un effet d'annonce, ça permet aussi d'avoir un volontarisme, mais ça ne sert à rien de créer des lois si on ne les applique pas. Ça ne sert à rien d'avoir une succession de lois qui s'empilent si on n'est pas capable d'arriver à assurer une sorte de service après-vente de la loi, si je peux m'exprimer ainsi. Si je peux me permettre juste de t'interrompre. Loi Marcangeli, vous connaissez ? L'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Cette loi, elle a été votée il y a 2 ans. Non, moins de 15. Ah, au moins de 15. Pardon. Autorisation avec contrôle parental entre 13 et 15. Mais si vous n'avez pas d'autorisation parentale, interdit aux moins de 15 ans. C'est le droit actuel. Personne n'en parle. Mais par contre, ça a fait 3 articles de presse quand c'est sorti il y a 2 ans. C'est inapplicable. Parce qu'il n'y avait pas la réglementation européenne qui rendait possible la loi Marcangeli. Oui, là, on était dans un problème d'harmonisation, effectivement, à l'échelle européenne, mais il y a quand même des règles qu'on pourrait appliquer, puisqu'on a quand même une chance d'être dans cette Union européenne. Malgré tout, on est protégé, on est d'ailleurs un continent qui inspire, même un État comme la Californie, par exemple, qui est à la fois tout un paradoxe, puisque c'est à la fois le berceau de toutes ces entreprises, des GAFAM, et en même temps l'un des États qui cherche, qui est, on va dire, avec une intention de régulation, malgré tout, et d'encadrement, et qui regarde ce qui se passe du côté de l'Union européenne. Donc, il y a de l'espoir, parce qu'on est un continent et on a des valeurs qu'on essaye de mettre en place. Alors, peut-être que certains cyniques diraient que si on défend autant ces valeurs, c'est parce que nous, Européens, on n'a pas d'acteurs majeurs dans cette économie des réseaux sociaux, mais peu importe. Disons qu'on a ces valeurs et qu'on essaye de les porter à bout de bras. On est un marché, et c'est ça qui se joue. C'est qu'on se dit qu'on représente tant de centaines de millions de consommateurs, donc si ces entreprises veulent venir chez nous, il faut qu'elles respectent quelques règles. Maintenant, encore une fois, comme cette technologie n'est pas qu'une technologie, cette technologie, c'est aussi une politique, c'est aussi une idéologie, c'est aussi des intérêts qui sont majeurs, et bien elle se heurte à un combat, elle se heurte à un conflit qui nous dépasse et qui, sans doute aujourd'hui, nous rend un peu dans une posture défavorable, puisqu'on est moins fort, on n'est pas très fort par rapport à ces GAFAM qui sont d'ailleurs autant utilisés, vous l'avez remarqué, en Iran pour identifier des cibles et faire la guerre, que sur les réseaux sociaux pour amener des montages vidéo qui n'ont pas de sens, si ce n'est celle de déréaliser des images guerrières en les cumulant avec de la pop culture. Donc on voit que ces réseaux sociaux impactent chaque champ de notre société et de notre vie, et que nous, on a des réglementations. C'est pour ça que effectivement le recours en justice est important et sans doute une voie d'espoir, mais
Il faut arriver à le faire appliquer. Et pour ça, je pense que même Thierry Breton, encore une fois, qui était là hier et qui en est l'un des artisans, voulait conserver espoir, mais se rendait bien compte que c'est pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui et peut-être pas la tendance demain avec les prochaines échéances qui nous attendent. Alors, est-ce qu'il y a des choses faisables comme ça? On se dit dans notre tête, qu'est-ce qu'on peut faire contre les GAFAM? Najat Vallaud-Belkacem, à un moment dans votre livre, vous faites des propositions que j'ai trouvées concrètes. Afficher en permanence le temps d'écran et imposer des pauses numériques. Est-ce qu'on a conscience, nous, quand on est sur les réseaux sociaux, de combien de minutes, combien d'heures finalement on passe? Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de demander aux réseaux sociaux de mettre notre petit temps d'écran? Autre idée, modifier l'algorithme, un algorithme de hasard ou de découvrabilité plutôt que nous enfermer dans ce trou ce terrier de lapin dont on a déjà parlé. Et vous parlez aussi de proposer d'interdire les vanity metrics. Ça pourrait marcher. C'est vraiment l'une des causes aussi de notre addiction aux réseaux sociaux. Et comment on fait pour que les GAFAM acceptent de les supprimer, ces vanity metrics? Peut-être pour que tout le monde comprenne bien. Oui. Les vanity metrics, j'adore, vous dites ça comme si c'était... Mais donc c'est les tweets, les retweets, pardon, les likes, tous ces outils de validation, justement, qui vous attirent sur les réseaux sociaux, parce que quand vous avez un cœur sur un contenu que vous avez posté, ça fait très plaisir. C'est ce qu'on appelle des doses de dopamine intenses qui vous sont injectées dans le cerveau, et c'est comme ça qu'au début, le réseau social va vous retenir et vous faire revenir régulièrement. Mais ces vanity metrics, c'est aussi ça qui va donner de la viralité à un certain nombre de contenus, dont maintenant on peut tous constater que ce qui est le plus viral quand même sur ces réseaux sociaux, c'est pas ce qui a le plus d'intérêt sur le plan culturel, ou ce qui est le plus gentil, ou ce qui est le plus nuancé et complexe. Non, c'est évidemment ce qui provoque le plus rapidement des émotions, si possible négatives, car les travaux de recherche menés en interne de ces entreprises leur ont montré que ce sont les émotions négatives, la peur, la colère, qui vous retiennent en ligne bien plus longtemps que les émotions positives et la joie. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, notamment avec un débat public en ligne complètement pourri. Enfin, je veux dire, dès que vous ouvrez X, soyons clairs, évidemment, ce qui arrive tout en haut de votre tweetline, c'est pas la chose qui a été réalisée par un média de confiance, c'est pas la chose qui est complexe et nuancée et vous explique le monde, c'est la chose la plus sensationnaliste, la plus énervante, etc. Parce que c'est ça qui va vous retenir. Or, dans ce combat du plus sensationnaliste et plus énervant, évidemment que la fake news, il n'y a rien de mieux pour être sensationnaliste et énervant, etc. et vous retenir. Donc du coup, c'est une prime donnée à la désinformation permanente. Et du coup, ces propositions que vous faites dans le livre, comment on fait pour les faire appliquer par les plateformes? Je dis tout cela, pardonnez-moi, parce que je voudrais quand même qu'on revienne un instant sur ce que la législation européenne a réalisé ces dernières années. Elle mérite en effet d'être appliquée, etc. Il faut le faire. Et ce qu'elle n'a pas fait, justement. Et donc, moi, mon livre, il s'intéresse à ce qu'elle n'a pas fait. Et il me semble que maintenant, notre niveau de conscience et de lucidité doit être tel qu'on ne peut pas se contenter de dire, comme le fait la législation européenne adoptée avec Thierry Breton, et franchement, bravo à lui pour ça, il faut lutter contre les grands monopoles, parce que c'est ça, la législation européenne, c'est-à-dire empêcher ces GAFAM de devenir encore plus gros et d'absorber tout. Il faut les empêcher d'avoir en leur sein des contenus discriminants, racistes, antisémites, etc. C'est globalement ce que dit la législation européenne. Elle ne s'attaque pas du tout à la boîte noire des algorithmes, à tout ce qu'on décrit depuis tout à l'heure. Parce qu'on est, ou alors très peu, parce qu'on a été convaincu ces dernières années qu'en fait, on ne peut pas. Les algorithmes, ça appartient à l'entreprise qui les a créés. C'est un petit peu leur matière première. Pour des raisons de concurrence, faire la transparence sur comment ça fonctionne serait problématique. Eh bien, il est temps de dire que non, compte tenu du rôle qu'ont ces algorithmes. Et donc, dans l'enquête, je vais voir un certain nombre d'ingénieurs, de techniciens qui travaillent sur ces sujets-là et qui vous disent que c'est techniquement complètement faisable d'imposer un algorithme qu'on y introduise une part de hasard, en effet, pour sortir des boucles de contenu, de flux de contenu filtrés, répondant toujours à ce que vous voulez voir, et vous poussant à scroller à l'infini, des heures durant. C'est possible d'introduire 10%, 15% de doses de hasard pour que soudain,
sous vos yeux apparaisse un contenu qui n'a rien à voir avec ce que vous regardiez et qui vous fasse vous dire « Oula, mais il est déjà 2 heures du matin, peut-être que je devrais dormir ». Bon, c'est possible aussi d'avoir sur son téléphone portable, en effet, imposition faite non pas aux GAFAM elles-mêmes, mais aux constructeurs de téléphones portables, aux équipementiers, d'avoir dans un coin, comme on l'a fait avec les automobiles, un tableau de bord permettant de suivre finalement votre usage sans que vous puissiez l'enlever. Et en parlant d'automobile, moi, en fait, je fais souvent l'analogie avec l'industrie automobile, parce que en fait, je trouve que c'est la plus intéressante. Lorsque les voitures sont apparues dans nos vies, je veux dire, on était tous contents, ça nous a permis de rouler plus vite, de faire plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant, etc. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça créait aussi des accidents. À ce moment-là, personne s'est dit, on va arrêter les voitures et on va revenir au cheval. Non, on s'est dit, on va réglementer tout ce qui concerne la voiture en regardant les choses à 360 degrés. Un code de la route, des limitations de vitesse, dans la voiture petit à petit, le tableau de bord, la ceinture de sécurité, alors que les individus, je peux vous dire, ils n'étaient pas pour la ceinture de sécurité. À l'époque, ils disaient, c'est ma liberté de ne pas en avoir, etc. Les airbags, etc. Et on n'a pas laissé le choix aux entreprises de l'automobile d'adopter ou de ne pas adopter ces choses si protectrices. On a dit c'est comme ça. Donc si vous voulez, avec le numérique, c'est exactement la même chose. Il faut qu'on passe à l'étape qui pour partie se fera à l'échelle nationale, pour partie à l'échelle européenne qu'il faut compléter, où le message qu'on leur envoie, c'est pas seulement arrêter d'être des monopoles et ne laissez pas passer des choses trop méchantes dans vos contenus, c'est on ne vous considère plus comme la fiction juridique qui veut que vous soyez des hébergeurs de contenu. Vous êtes des éditeurs de contenu. On va changer votre statut juridique. Étant des éditeurs de contenu, comme le sont les médias, vous êtes responsable de tout ce qu'il y a, de tout le contenu qu'il y a. Les modérateurs, c'est pas a posteriori. Surtout qu'on sait très bien que vous les avez tous coupés, notamment les modérateurs francophones, on en a quasiment plus. C'est a priori. Vous modérez ce qui se met, vous revoyez votre algorithme pour qu'il ne fasse pas la part belle aux fake news et à la désinformation parce que c'est problématique pour nos démocraties. Et vous introduisez des mesures comme celles que j'ai évoquées tout à l'heure et que je ne vais pas répéter. Alors, évidemment que c'est pas simple et qu'on se dit, mais ce bras de fer, ils vont forcément le remporter. Mais sauf que c'est parce qu'on oublie que leur matière première à ces entreprises, ce qui leur permet de gagner de l'argent, c'est notre attention. C'est nous. Si elles refusent, c'est nous. C'est-à-dire que si elles refusent de se plier à cela, eh ben, on leur coupe l'accès à notre attention. Je cite dans le livre, parce qu'à chaque fois qu'on dit les pays étrangers ont-ils fait, ont-ils pas fait, il y a quelqu'un pour dire oui, la Chine a fait, mais la Chine, c'est pas un idéal parce que c'est une dictature, certes. Je cite dans le livre le cas du Brésil. Le Brésil, en 2024, se retrouve confronté à X qui pullule de contenus pro-putschistes, complotistes, anti-démocratie, etc. Un juge demande à X de retirer ses contenus parce qu'il pose problème à la démocratie. X s'y refuse. Que fait le juge? Eh bien, il se tourne vers les fournisseurs d'accès qui, eux, sont des entreprises nationales, et il leur fait injonction de ne plus laisser entrer X sur leur bande passante tant que X ne se sera pas plié. Évidemment, avec des sanctions financières à la clé extrêmement fortes, ce qui fait que tous les fournisseurs d'accès obéissent. Donc, du coup, le bras de fer, il va durer plusieurs mois, mais au bout de plusieurs mois, et malgré le sourire goguenard de Elon Musk, X se rend compte qu'il n'a plus accès depuis plusieurs mois à ce gigantesque marché brésilien, d'attention brésilienne, et donc il va finir par enlever les contenus en question. Donc en fait, moi je suis pour qu'on bannisse les réseaux qui refusent de jouer le jeu, mais il faut d'abord adopter les règles et être conscient de leur importance. Un petit mot, Arthur Delaporte. Oui, peut-être pour aller en complément de ce que Najat vient de dire, moi je suis d'accord sur le fait que l'une des imperfections de la régulation européenne aujourd'hui, c'est la question de la régulation de l'algorithme. Évidemment qu'il y a déjà des choses. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il ne se passe rien. Et notamment, aujourd'hui, c'est ceux qui contrôlent les plateformes, c'est les seuls à Bruxelles qui peuvent demander à X ou TikTok de montrer ce qu'il y a dans leur algorithme, de le tester et de leur communiquer toutes les pièces qu'ils estiment nécessaires dans une pièce sécurisée, etc., pour pouvoir tester l'algorithme. Donc, il y a quelque chose. Mais ça ne va pas assez loin, notamment sur tout ce qu'on appelle les dark patterns. Dark patterns, c'est toutes les mécaniques justement de mobilisation de l'attention, de manipulation de l'attention, qui vont être utilisées par les plateformes, ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure. Et donc, il y a
une discussion à Bruxelles aujourd'hui pour savoir si on rajoute une couche de régulation supplémentaire sur les dark patterns à travers un véhicule ou un autre, que ça pourrait être le DFA, le Digital Fairness Act, donc le acte de confiance dans la transparence numérique, en gros, je ne sais pas comment on l'appellerait. Eh bien, ce sujet-là n'est pas résolu. Pourquoi ? Parce que c'est un bras de fer diplomatique où Trump et surtout ceux qui lui ont financé ses campagnes disent aujourd'hui on arrête d'imposer de nouvelles normes en Europe parce qu'il y en a marre de l'Europe, il nous embête. Et Trump dit, si vous faites ça, moi je vous mets 15% de plus sur le champagne, etc. Et donc il y a un discours aujourd'hui de dire, bon, ça suffit la régulation, il faut déjà appliquer tout ce qu'on a, mais il ne faut pas en rajouter une dose de plus. Moi je pense que, évidemment qu'il faut appliquer tout ce qu'on a, ça c'est sûr, mais on peut quand même réfléchir à ajouter une dose de plus. Et donc l'idée, soit du hasard dans la sélection des contenus, soit du pluralisme algorithmique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous branchez, par exemple, un algorithme Arte sur votre compte TikTok et vous allez voir le contenu qui va être sélectionné par l'algorithme Arte. Enfin, c'est un exemple, ça pourrait être France Culture. Hein, je fais pas de... Voilà, François y participerait. Bon, voilà, c'est une logique de curation des contenus qui soit externe. Ça peut être tout ce qui va être mécanisme de limitation de temps d'écran, tout ce qu'évoquait Najat. Alors bon, moi je suis allé quand même sur mon iPhone parce qu'on a tous des outils pour surveiller sa consommation. Donc voilà, moi principal réseau social c'est WhatsApp. Donc je ne sais pas si c'est pas vraiment le réseau social le plus addictif en soi, mais c'est le principal outil professionnel. Mais regardez un peu vos propres usages. Regardez quelles sont les problématiques et réfléchissons si, en effet, si on imposait des limitations de temps d'écran, si on imposait aussi quelque chose qui est très important, le remplacement du fil abonné le fil pour toi par le fil abonné, qu'est-ce que ça changerait ? Aujourd'hui, quand vous ouvrez votre réseau social, vous voyez d'abord ce que la plateforme vous suggère avant de voir ce à quoi vous êtes abonné. C'était absolument pas le cas il y a 5 ou 10 ans. Vous voyez d'abord les contenus auxquels vous étiez abonné et éventuellement vous pouviez aller voir ce que la plateforme vous suggérait. Et le problème, c'est qu'on ne va pas sortir du fil pour toi, sélectionné par la plateforme. On va être enfermé dedans et on va être radicalisé par ce fil. Il y a plein d'études qui ont été faites qui montrent que le pour toi radicalise. Le pour toi expose à de plus en plus, et je m'arrête là parce que je vois vos petits machins, à de plus en plus de contenu négatif. Donc, pour finir, dans l'évolution de la régulation européenne, je pense, rebasculer sur un fil suivi par défaut, ça c'est quelque chose qui changerait et assainerait notre espace numérique. François Saltiel, ouais, juste en 30 secondes, une autre solution qu'on peut évoquer, c'est la solution de l'interopérabilité. Alors le mot, il est un peu complexe, mais rappelez-vous, pour ceux dans la salle qui sont peut-être de la même génération que nous, lorsqu'on avait un téléphone portable, lorsqu'on souscrivait à un abonnement, on avait notre numéro et puis on avait un autre opérateur qui arrivait avec une offre plus séduisante et puis on hésitait à y aller parce qu'on perdait notre numéro de téléphone. Or, notre numéro de téléphone, à l'époque, c'était quand même quelque chose d'important puisque c'était comme ça qu'on pouvait être tout de suite joignable. Et puis, il y a une loi qui est arrivée, une loi qui a rendu en fait possible le fait de changer d'opérateur tout en gardant son numéro de téléphone. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'aller vers des offres qui étaient meilleur marché et on partait avec son numéro et aujourd'hui tout le monde garde le même numéro depuis plusieurs années. On pourrait tout à fait imaginer la même chose et d'ailleurs c'est plus ou moins prononcé dans le DSA mais pas encore strictement formulé d'avoir une obligation d'interopérabilité sur les réseaux sociaux. Comprenez que vous quittez X parce que vous n'en pouvez plus de voir Elon Musk et Donald Trump apparaître sur votre pourtoit, même si on se met en chronologique, le pourtoit revient sans cesse. Vous voulez partir mais ça fait 15 ans que vous avez bâti votre communauté sur X, vous avez donné de la sueur, du temps, de l'attention. Vous êtes piégé par ce qu'on appelle l'effet de réseau, c'est-à-dire si je pars tout seul, donc je ne pars pas et j'y reste malgré tout. Si on obligeait l'interopérabilité, ça veut dire que je pourrais aller vers une alternative, cette fois-ci désirable toujours, mais du côté technologique, avec un réseau social plus vertueux, je ne demande pas qu'il soit parfait, mais juste qu'il respecte 2-3 choses qui nous semblent essentielles, et j'embarquerai avec moi ma communauté. Et j'embarquerai avec moi tous ceux qui, à l'époque, avaient mon numéro dans son répertoire. Il y a eu des expériences comme ça, vous vous rappelez de Hello Kitty, qui avait été mis en place notamment par le CNRS et David Chavalarias, en essayant de pousser vers cette migration collective. Donc ça va encore une fois marcher que si on va tous ailleurs, si on quitte tous cette fête qui tourne mal. On est dans une fête qui tourne mal, on dit il y a une meilleure fête dans le bâtiment d'en face, tu verras c'est plus sain, c'est plus cool. Ouais mais je vais pas y aller tout seul, viens on y va tous. Donc c'était ça derrière l'esprit de Hello Kitty. Donc il faut trouver la bonne fête, c'est-à-dire avoir cet outil qui existe et qui peut permettre de vivre un réseau social, puisqu'en soi le mot réseau social c'est plutôt positif, c'est d'être en réseau les uns avec les autres et on a vu qu'ils ont pu apporter des choses qui étaient tout à fait qualitatives, mais on y va ensemble. Et donc ça, pour finir et reprendre l'analogie de Najat Vallaud-Belkacem tout à l'heure sur la route, ça serait une loi du dernier kilomètre
qui permettrait finalement que tous, on puisse aller vers cette autre fête, qui soit une fête plus salutaire et plus vertueuse, et qu'on oblige ces plateformes à nous laisser libres de partir avec notre communauté. Virginie Sassoon voulait ajouter... Puis passer le permis de conduire, qui n'a pas été cité, et considérer que l'éducation aux médias et à l'information, c'est un investissement rentable, parce que ça permet de prendre conscience dès le plus jeune âge de cette emprise algorithmique, de la manière dont fonctionnent les réseaux sociaux. Je rappelle notamment que les adolescents sont d'ailleurs pas les plus crédules, puisqu'ils sont 3/4 d'entre eux considèrent que les réseaux sociaux sont vecteurs de désinformation. Et on a publié une étude au Climi en 2024 avec Sophie GL qui montre que cette éducation, elle bénéficie avant tout aux lycéens des filières professionnelles. Ils sont 92% à déclarer qu'après avoir suivi des séances d'éducation aux médias, ils vérifient les faits, ils sont plus vigilants, et puis ça permet aussi une vraie diversification des sources d'information auprès de publics qui sont vulnérables, parce que ne pas mettre d'éducation média à l'information à l'école, c'est renforcer les inégalités sociales. Parce qu'aujourd'hui, qui sont les parents qui ont les moyens d'échanger avec leurs enfants et les adolescents de tous les sujets dont on vient de parler? Ce sont des parents qui sont privilégiés. Donc, refuser d'investir. Alors, bien sûr, la régulation, c'est le premier des combats, mais il faut considérer que l'éducation est rentable et qu'il faut commencer dès le plus jeune âge. C'est un enjeu de justice sociale. On pourrait poursuivre le débat pendant des heures, mais l'intérêt, c'est aussi de débattre avec vous, le public. N'hésitez pas, il y a des micros qui vont circuler. Dites-nous si vous avez des questions à poser à nos invités. Bonjour. Alors, j'aurai une petite référence qui va être peut-être un peu bizarre. Elle date de 2017, South Park, Petite Donne, qui demandait, les enfants chantaient justement une chanson qui demandait à tous les politiques de raccrocher. Donc j'ai envie de dire, faire une loi pour empêcher l'accès au réseau aux enfants, quand même les adultes sont eux-mêmes incapables de s'empêcher de surréagir sur les réseaux, et ce, quel que soit le niveau ou la classe sociale. C'est pas un peu compliqué à expliquer ? Qui veut répondre ? Mais je crois justement que quand on voit que les adultes sont incapables de s'auto-réguler, la question de l'interdiction, elle vient aussi d'une maturité collective et d'un consensus autour de la nécessité de protéger les enfants qui sont encore plus vulnérables. Et comme ça a été très bien dit, ils ont un cerveau qui est en construction. Donc, ils doivent être protégés de cette emprise. Donc, je pense qu'il y a un devoir d'exemplarité des responsables politiques, des parents, des adultes, pour expliquer que cette interdiction, c'est aussi un soin. Moi, je suis d'accord avec vous, puisque je disais à peu près la même chose sur le ministre grec, mais on va peut-être donner la parole à... Non, c'est bon. Okay. Je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que l'exemplarité, en général, on ne se l'applique pas à soi-même. C'est-à-dire qu'on dit, c'est quand même scandaleux, cette classe politique qui fonctionne par la radicalité et qui n'a plus que la tatème à la bouche. Et je pense notamment à cet enfoiré de... Non, voilà. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire ? On a souvent peu de recul critique sur soi-même, on est le premier à dégainer sur les réseaux. Et en fait, on a aussi tendance à rendre la jeunesse responsable de nos propres turpitudes. Et ça, c'est un vrai problème pour moi, qui est qu'on va sur-moraliser la jeunesse en disant que c'est de là dont vient le mal, alors même que moi, quand j'ai été harcelé sur les réseaux, il m'est arrivé à 2-3 reprises parce que, voilà, exemplaire, j'ai saisi la justice. Les gens qui ont été condamnés, c'était un papy de 75 ans dans le Gers qui avait dit qu'il voulait me pendre par les couilles. C'était pas une gamine de 13 ans. Voilà. Donc à un moment, la violence, en fait, elle vient en effet d'abord, elle vient des adultes et pas des enfants entre eux, même si elle existe aussi. Et ça veut pas dire pour autant qu'il faut pas les protéger de ça. Donc exemplarité du personnel politique, exemplarité aussi des parents. Et d'ailleurs, les grands absents, ce sont quand même les jeunes sur ce plateau. Donc vous qui êtes dans la salle, je vois des jeunes, même si vous avez un peu plus que 15 ans, n'hésitez pas à prendre la parole. Votre avis compte parce que c'est une question de société et pas juste d'adultes. Je voulais juste rajouter une chose, parce qu'au début, j'ai dit qu'on allait tous réagir pareil, c'est-à-dire vous avez raison, évidemment. Et c'est mon grand sujet dans le livre, c'est précisément, en fait, si c'est si difficile de dire à nos enfants stop écran,
c'est parce qu'il nous renvoie « et toi ?» Voilà, donc on est complètement d'accord, mais je voudrais rebondir sur votre propos pour rajouter juste une chose. C'est que, en fait, moi, je constate deux choses. Des témoignages nombreux qui me sont revenus des familles, je constate quand même un burn-out parental absolument énorme. Vraiment, je voudrais qu'on l'ait en tête pour ceux d'entre vous qui l'ont pas à l'esprit. C'est-à-dire que c'est devenu très compliqué de gérer tout ça aujourd'hui. C'est pour ça que je suis pour une norme sociale, une loi qui va quand même un petit peu les soulager parce que ce sera plus simple que de passer son temps à négocier. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est devenu tellement compliqué. L'écran a pris tellement de place dans les conversations parents-enfants, essentiellement pour dire stop et pour avoir des tensions dans la foulée, de la négociation, puis de l'hostilité, puis la porte qui claque, etc. C'est devenu tellement comme ça que les parents eux-mêmes, tout adulte qu'ils soient, se retrouvent, ne sachant réguler leurs émotions, à se réfugier dans l'écran. Parce qu'à un moment donné, finalement, pour oublier, se sentant impuissant, fâché, énervé, etc., se retrouvent à scroller eux-mêmes. Donc il y a quelque chose de l'ordre de... Mais c'est un cauchemar, cette histoire. En fait, il faut vraiment nous sortir de cette surprésence des écrans dans nos vies, adultes comme enfants, parce que ça ruine beaucoup de choses. Et le deuxième commentaire très rapide que je voulais faire, c'est que, en fait, les jeunes... puisqu'on en a parlé, je voudrais en parler aussi. L'une des choses qu'ils vous disent, c'est que c'est quand même des outils dans lesquels ils sont créateurs de contenu. Enfin, je veux dire, il y a du positif et tout ça. C'est vrai. Et en fait, je pense que ça interroge quand même globalement notre société, nos institutions, nos médias, sur le fait que la porte soit souvent close à la création venant de gens qui n'ont pas déjà un pied dedans. Et que, en fait, les réseaux sont devenus le lieu où des gens qui auraient pu aspirer à être journalistes, à venir proposer un certain type de contenu innovant, etc., n'ont pas eu accès aux médias traditionnels, tout simplement parce que les portes sont quand même closes dans bien des endroits et que finalement, les réseaux, ça a été le lieu où ils sont venus donner à voir à leur communauté, etc., ce qu'ils savaient faire. Donc je pense que ça nous interroge quand même un peu sur l'absence d'ouverture, on va dire, de nos institutions et de nos médias. Il y a débat, Oui. mais on va laisser aussi les questions dans la salle. Rapidement, Arthur Delaporte. Juste rebondir en 10 secondes, enfin 20. Je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas forcément assez d'ouverture, mais aujourd'hui, en fait, c'est pas simplement de l'ouverture. Quand on demande aux jeunes ce qu'ils ont envie de faire, ils n'ont pas envie d'être journalistes à la radio, à France Culture, même si France Culture de contenu. Oui, ou les créateurs de contenu. Ils n'ont pas envie d'être créateurs de contenu dans un média mainstream. Ils veulent être créateurs de contenu sur les réseaux sociaux sans avoir leurs médias. Et il n'y a pas forcément ce discours de on m'a pas donné ma place. En fait, ce qui est désirable, c'est la place de créateur de contenu ad hoc sur un espace qui s'appelle un réseau social. Je vois plein d'autres mains qui se lèvent. On va peut-être prendre une série de questions, si ça vous va. Allez-y, monsieur. Bonjour, merci pour cette qualité de débat. Je représente aujourd'hui l'école de journalisme de Normandie, à Colombelles, dans votre circonscription, monsieur le député. J'aimerais bien qu'on se croise après pour échanger à ce propos. Je reprends l'énoncé de la question, interdire les réseaux sociaux. Mais donc j'ai défini les termes de l'énoncé, réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'un réseau social? Alors ça paraît assez évident pour Facebook, Instagram et leurs confrères. Mais où est la limite pour interdire aux moins de 15 ans? Est-ce qu'un service de messagerie comme Snapchat, vous le considérez comme un réseau social? Est-ce que, je vais essayer de pousser un peu le vice, mais Spotify, qui veut être de plus en plus une plateforme communautaire, partage de musique, service de messagerie, commence à être un réseau social? Et je vais aller encore plus loin, et pourquoi pas pour piquer un peu François, mais aujourd'hui, l'application Radio France est en train de devenir et pousse vers un engagement communautaire de plus en plus fort par le partage de contenu, donc, alors que audiovisuel public. Où est la limite? Merci pour votre question. Et comment on la définit? Merci. Je propose qu'on prenne encore 2 questions pour donner la parole au plus grand nombre. Je vous écoute. On m'entend? Oui, bonjour. Juste un petit... moi, je suis animatrice d'ateliers d'éducation média depuis 7 ans. Et je posais cette même question vendredi dernier avec des 4e, donc forcément, c'était très partagé, mais plus que ce qu'on ne le pense. Et je voulais quand même faire remarquer que la plupart des choses qu'ils m'ont dit, c'est que eux, ils aimeraient bien surtout que, par exemple, les adultes ne soient plus en capacité d'être en contact avec des ados. Donc en fait, eux, c'est vraiment la vision de les adultes sont nocifs plus que les ados eux-mêmes, mais ça a été dit. Et donc moi, ma question, c'est aussi quel risque pour l'EMI? Parce que déjà, bon, à l'échelle très locale de Nantes, on voit que
Les financements ne font que baisser. Et ma question, c'est est-ce que c'est pas un risque que aussi on se dise petit à petit de avant 15 ans, il n'y a pas vraiment besoin d'ateliers et que du coup, on ne soit pas financé. Voilà. Merci beaucoup pour la question. Est-ce qu'il y a un autre micro qui circule, une autre question? Oui, juste ici. Du coup, vous l'avez mentionné, et c'était une de mes questions, pourquoi il n'y a pas d'adolescents de moins de 15 ans ou de personnes non adultes sur le plateau? Et du coup, vous y avez un petit peu répondu, ma question, du coup, c'était est-ce que dans le débat, là, sur cette loi qui est débattue, est-ce que sur le débat de manière globale, vous avez eu des points de vue d'adolescents? Qu'est-ce que vous disent les adolescents sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a une autre personne avec un micro? Bonjour, je vais un peu compléter les deux dernières questions. En fait, moi, j'ai aussi une interrogation sur interdire les réseaux. Je travaille dans l'éducation populaire et je fais notamment beaucoup d'éducation média à l'information. Et est-ce que c'est pas plutôt une question d'éducation qu'il faudrait aborder et de moyens qui sont retirés de plus en plus, et notamment aux acteurs de l'éduc-pop qui viennent en complémentarité de l'école. Et est-ce que la vraie question, elle n'est pas là? Et j'avais aussi une interrogation sur, est-ce que dans la conférence, pourquoi il n'y a pas des retours d'enfants ou de jeunes? Parce que je ne mets pas ça que pour les jeunes. Pour moi, ça devrait commencer dès le plus jeune âge. Et de leur point de vue, parce que pour animer beaucoup de débats, ça serait très intéressant de prendre en compte leur vision à eux. Qui veut répondre? Beaucoup de questions intéressantes. François Saltiel, vous avez organisé en public avec des ados la semaine dernière. Vous avez enregistré l'émission La Fabrique de l'information de France Culture. Vous avez parlé beaucoup à d'adolescents, aux jeunes sur ce sujet. Vous pensez vraiment... quel est leur point de vue? Et pour faire le lien, est-ce qu'ils vous disent aussi que les adultes, c'est les adultes qui sont aussi sur les réseaux sociaux? Oui, effectivement. Alors, la question que vous posez est totalement légitime. Alors là, on ne fait pas preuve d'exemplarité, effectivement, puisqu'il n'y a pas d'adolescents ici sur ce plateau. Maintenant, des adolescents, je suis certain que Najat Vallaud-Belkacem, dans son ouvrage, en a consulté avant d'écrire ses pages. Le rapport de la commission TikTok, beaucoup d'adolescents ont été sondés. Et dans le cadre de notre livre, on a également pu recueillir cette parole-là. Et effectivement, on a organisé une émission à Radio France, donc la Fabrique de l'information, devant 700 personnes, 700 collégiens, 700 lycéens. Mais il n'y avait pas que 700 personnes dans le public, c'était aussi ces collégiens qui ont participé à l'émission, qui ont fabriqué l'émission. C'est dans le cadre de la semaine de la presse et des médias dans l'école. Donc c'est eux qui ont fait la programmation, ceux qui ont posé les questions, ceux qui ont choisi d'en encadrer. Donc ils avaient invité Laure Mineur, que Arthur de la Porte connaît bien, qui a été porte-parole de la commission TikTok, et une créatrice de contenu que je ne connaissais même pas, qui s'appelait Miel, et qui a beaucoup travaillé sur la santé mentale. Donc ils ont fait la programmation, on les a écoutés, on a fait le même petit jeu que Lisa demandait pour savoir s'ils étaient plutôt favorables ou défavorables aux réseaux sociaux. Ils ont eux-mêmes se prêter à l'exercice de 120 secondes pour convaincre, et ils devaient, pour certains, convaincre du non, pour d'autres, convaincre du oui. Et là, on a bien pris conscience qu'ils étaient tous très matures, et totalement matures déjà sur leur pratique, sur la dangerosité. Et les avis étaient globalement partagés. Pour être franc, je crois que c'était 60% qui étaient défavorables et 40% qui étaient favorables à cette interdiction-là, puisqu'ils se rendent bien compte, et ils sont les premiers à le dire, que quand ils sont passés 2 heures sur Instagram, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien fait de leur vie, ils n'ont rien fait de ces 2 heures-là, et qu'ils auraient préféré faire autre chose, comme nous tous. Donc, effectivement, c'est primordial de recueillir ces paroles des premiers concernés. Ils sont quand même nombreux à nous dire, pour aller sur la question des adultes, que ce qu'ils adorent dans les réseaux sociaux, c'est surtout converser. C'est-à-dire que nous, on a parfois aussi une tendance, avec beaucoup de stéréotypes, en pensant que sur les réseaux sociaux, ils ont juste pour regarder des trucs débiles ou subir leur fil Instagram. Mais ils y vont surtout pour se parler. Ils y vont surtout pour aller dans les messageries de Snapchat. Ils y vont surtout pour s'envoyer des photos, pour avoir un contact fatigue, pour dire « Regarde, je suis là à cet instant-là ». En gros, ils discutent. Ils discutent même en permanence. Et ils écrivent et ils discutent même avec leurs copains qu'ils ont quittés il y a 20 secondes. Mais comme nous, peut-être, on prolongeait les journées d'école avec 3 heures au téléphone avec nos amis. Donc, ce qui va être dur pour eux et ce qui est difficilement entendable, c'est de se dire qu'en leur privant de cet outil-là qui est devenu primordial dans leur vie, comment vont-ils converser? Sachant qu'on leur dit que dehors, c'est pas terrible pour eux. Virginie en a parlé. Les cafés deviennent des cafés no kids. L'espace public est pas forcément attractif. On dit même que dehors, c'est dangereux. Maintenant, on leur dit que si tu restes dans ta chambre, c'est dangereux parce que tu es sur ton téléphone, donc c'est dangereux partout. Donc, où je vais?
avec qui je parle. Et là, je rejoins justement la précédente question. Souvent, ce qui est dangereux, c'est quand ils sont en contact avec un adulte, quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qui va leur envoyer des photos dégueulasses, qui va chercher à nouer une conversation qu'ils n'auront pas choisie. Donc, les réseaux sociaux sont quand même des outils de sociabilité majeurs pour eux. Et en cela, c'est des expériences qu'il faut entendre et écouter. Et pour aller sur la première question, et après je passerai tout de suite la main, c'est quoi un réseau social ? C'est une question majeure. Et d'ailleurs, l'Australie se l'est posée, cette question-là. Dans un premier temps, ils ont voulu ne pas couper YouTube, partant du principe que les chaînes YouTube étaient énormément utilisées par les enseignants, et elles le sont des chaînes éducatives. Il y a plein de youtubeurs qui font de la transmission, de la vulgarisation. Elles sont utilisées en classe. Donc, si on coupe YouTube à des enfants de moins de 16 ans là-bas, ça peut devenir très compliqué sur leur accès à l'information. Et c'est même un outil pédagogique en moins. Donc, au début, l'Australie a dit « OK, tout est interdit sauf YouTube ». Et les concurrents TikTok ont dit c'est déloyal. Donc vous permettez à Google de maintenir son réseau social et à nous, vous l'empêchez. Donc ils ont remis YouTube. Et en fait, ce qui est en train de se passer d'ailleurs avec la loi en cours, qui a été votée à l'Assemblée nationale et qui vient d'être examinée au Sénat, dans le cadre du Sénat, ils ont réajusté justement la question des plateformes en prenant une interdiction formelle sur certaines plateformes jugées totalement toxiques et pour d'autres soumis à autorisation. Donc c'est quoi les autres ? C'est quoi un réseau social ? Est-ce que WhatsApp s'en est un lorsqu'on peut parler à 300 personnes sur un groupe privé ? Vous avez évoqué Radio France, évidemment, qui cherche à faire de l'affinité, fidéliser une communauté. Donc, ça va être très compliqué. Et Arthur Delaporte l'avait au début, c'est quoi le périmètre ? En gros, c'est quoi un réseau social ? Lesquels on interdit ? Et qu'est-ce qui n'est pas aujourd'hui un réseau social ? Et vous avez raison de noter de Spotify. Et on a bien vu quand même l'évolution de cette application qui devient maintenant une messagerie, en fait. Donc, c'est une forme de réseau social. C'est pour ça que cette interdiction, elle est un peu complexe. Et dans le livre avec Virginie, on fait plutôt l'analogie entre le monde numérique avec le monde aquatique. C'est un océan, en fait. Et on aura beau mettre des barrières, des barrages, ça finira toujours par déborder d'une manière ou d'une autre. Donc, la question, c'est pas tant d'essayer de contenir cet océan, c'est d'apprendre à nager, comme apprendre à passer le permis. Et donc, revenir sur l'éducation. Et en cela, je rejoins les deux questions qui ont été formulées, que ce soit l'éducation populaire ou l'EMI. Il y a un manque crucial de moyens. Juste pour, parce que François a tout dit, sur la limite de qu'est-ce qu'un réseau social, c'est le cœur du débat parlementaire. Quelle est la définition ? Il y a une définition en droit européen, mais le problème, c'est qu'elle est extrêmement large et en même temps pas forcément assez englobante sur tout ce qui est réseau social. Par exemple, WhatsApp. WhatsApp, c'est une application de messagerie, donc théoriquement, c'est pas un réseau social. Sauf que de plus en plus, vous avez des fonctions de communauté sur WhatsApp qui sont des fonctionnalités de type réseau social. Et donc là, l'enjeu, ça serait de dire, on interdit WhatsApp sur ce qu'elle a de fonctionnalités de réseau social. Donc ça veut dire que tous les utilisateurs de WhatsApp, je le dis, devront faire la preuve de leur âge pour pouvoir continuer à utiliser WhatsApp, notamment pour avoir accès aux communautés. C'est ça la conséquence de la loi sur les 15 ans. Donc il faut qu'on en ait aussi tous conscience. Telegram, pareil. Et voilà. Et ayons conscience de ce que ça implique. Derrière, on a d'autres sujets. Les jeux vidéo, par exemple. Les jeux vidéo qui sont ce qui est le plus utilisé par les jeunes, en fait. On parle beaucoup de Snap, etc. Les filles sont plus sur les réseaux sociaux que les garçons. Et les garçons sont plus sur les jeux vidéo que les filles. Et ils y passent des tonnes d'heures, notamment entre 9 et 12 ans. Donc la question, c'est est-ce qu'on interdit les jeux vidéo ? Non. Mais est-ce qu'on interdit les fonctionnalités réseaux sociaux, de type réseaux sociaux dans les jeux vidéo ? C'est-à-dire les channels ouverts. Oui. Mais dans ce cas-là, vous voyez bien que pareil, on va devoir demander l'âge avec des mécanismes très forts de vérification sur tous les réseaux. Voilà la conséquence de ce type de normes. Et donc la question, c'est est-ce que tout ceci est véritablement proportionné par rapport à l'objectif suivi ? Et en Australie, ils se sont posé la question du périmètre, en effet, avec YouTube. Après, ils ont dit on met tout le monde. Mais après, ils ont dit on va faire une liste. Donc du coup, ils ont fait une liste de tous les réseaux sociaux qui étaient interdits. Mais à chaque fois, les jeunes allaient sur le réseau social le moins social et allaient tous dessus. Et donc, on a des applications chinoises qui sont mises à être téléchargées à des millions de vues. Donc, du coup, on a rajouté ces applications, etc. Mais c'est une fuite en avant à partir du moment où on fait une liste. Donc, il n'y a pas de solution absolue sur la définition. Mais c'est d'ailleurs le cœur d'une question qui, à mon sens, va se poser dans les 10 ou 15 ans à venir. Et on va essuyer les plâtres en permanence et on va se confronter à des difficultés. Puis peut-être qu'un jour, on aura trouvé la bonne définition et la bonne limite. Je finis juste en un mot. Les jeunes, on essaie de les consulter en permanence. Les premiers qu'on a auditionnés, nous, c'est déjà des sociologues qui travaillent sur les usages des jeunes du numérique. Et puis, on a lancé une consultation qui a été remplie par plus de 19 000 jeunes
dont 2 tiers de lycéens, 1 tiers de collégiens, notamment pour savoir ce qu'ils pensaient des différentes mesures. Et ce qu'on observe, c'est assez logique, hein, plus vous êtes vieux, c'est-à-dire plus vous passez le seuil des 15 ans, plus vous êtes favorable à l'interdiction au moins de 15 ans. Moi, je passe la moitié de ma semaine, mais toutes les semaines, je fais au moins un établissement scolaire. Quand je vais au lycée, on est favorable au moins de 15 ans. Quand je vais au collège, en 3e, on l'est un petit peu plus. En 4e, c'est et si on décalait l'interdiction dans 1 an, dans ce cas-là, on y serait favorable, mais on n'y est jamais favorable, ou en tout cas très peu pour nous. Enfin, ou disons 60-40. Voilà. Mais quand on commence dans le débat, la nuance s'exprime et finalement, la réponse des collégiens, elle est bien plus nuancée que simplement le oui-non, parce qu'ils ont tous conscience, et bien plus conscience d'ailleurs, des risques. Et ceux qui en apprennent le plus, moi, dans les séances de discussion que je fais avec les collégiens, c'est les profs, qui découvrent que la moitié des jeunes, à minima, ont reçu des contenus sexuels non sollicités à l'âge de 14 ans. Ça, c'est la réalité. Donc en effet, ils ne veulent plus être contactés par les adultes. Ça, c'est vrai. Mais il faut arriver à le mettre en place. Virginie Sassoon, un dernier mot ? Non, c'était juste pour rebondir et dire que oui, effectivement, l'investissement dans l'éducation, il est prioritaire, qu'aujourd'hui, on est un peu dans une impasse à force d'opposer interdiction et éducation, qu'il faut sortir de cette impasse. Et effectivement, c'est ce que j'ai essayé de dire, il faut investir dans l'éducation média à l'information à l'école, mais aussi tout autour de l'école, à travers les associations d'éducation populaire qui mènent un travail absolument vital et complémentaire de l'école. Il y a une phrase de Jean Catan à l'époque où il était secrétaire général du Conseil national du numérique, qui dit partout il y a un écran, il faut redoubler de liens affectifs et sociaux. Et je pense que c'est ça l'enjeu aussi, c'est parce que quand on parle d'éducation média à l'information, on ne sait pas vraiment de quoi on parle, mais par exemple c'est des journalistes qui viennent dans l'école, c'est des élèves qui vont découvrir, qui vont apprendre à faire des reportages, c'est tous ces liens, c'est toutes ces passerelles à travers les médiathèques, les bibliothèques, les tiers-lieux, toutes ces associations, tout ce tissu vivant humain qui permet aussi de nourrir le lien social. Et c'est aussi une forme de réponse. Les projets éducation aux médias qu'on a récompensés hier, qui sont situés dans des régions rurales où il y a un isolement incroyable. La dernière enquête du Credoc qui montre que 30%, enfin 1/3 de la population française est en situation d'isolement. Donc voilà, l'éducation média à l'information, oui, c'est une réponse aussi éducative, mais aussi de lien social. Donc, je ne peux que renforcer les témoignages qui ont été dits, qui appellent à plus de moyens. On me fait signe que c'est quasiment la fin. Najat Belkacem, vous voulez dire un dernier mot ? Allez, ce sera vraiment un dernier mot. Évidemment, je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous avez dites, et notamment l'importance de l'éducation aux médias et l'information. Donc, je ne vais pas y revenir si on n'a pas le temps. Mais je voudrais juste vous dire une chose, c'est que à la fois, c'est important d'entendre ce que chaque partie de la population pense de ce sujet, etc. Évidemment, je suis pour l'exercice démocratique en la matière. Et en même temps, il faut être honnête avec nous-mêmes, vraiment. Si on comprend à quel point le problème que l'on évoque depuis tout à l'heure est ample, on ne peut pas simplement s'appuyer sur le ressenti du moment des gens, que ce soit les enfants, les adolescents ou les adultes. Et la meilleure preuve de ce que je vous dis là, c'est qu'il y a eu une enquête extrêmement intéressante qui a été menée aux États-Unis il y a 1 an à peu près, auprès, cette fois-ci, de jeunes de 18 à 25 ans. Donc, vraiment une tranche d'âge, grosso modo, à qui on a dit maintenant que tu es sorti de l'adolescence, etc., machin, et que tu portes un regard rétrospectif sur tes usages numériques et tout ça, et ce que tu as fait ces dernières années, qu'en penses-tu ? Et en fait, c'est cette réponse-là qui est intéressante, parce que la moitié des gamins donc de 18 à 25 ans interrogés ont répondu « Avec du recul, j'aurais préféré vivre sans réseaux sociaux ». Voire, avec du recul, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas du tout d'écran dans ma vie. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est la prise de conscience rétrospective, comme celle des parents, dont vous aurez remarqué empiriquement, si vous regardez autour de vous, qu'au premier enfant, ils ont donné un smartphone à l'âge de 9 ans parce que on ne se rendait pas compte, etc. Quand il y a fratrie et qu'arrive le deuxième, le troisième, prenant conscience de tout ça, ils donnent des téléphones plus tardivement. Donc ça veut bien dire que rétrospectivement, on prend conscience de choses qu'on ne ressentait pas au moment où on vous aurait interrogé. Donc en fait, voilà, je pense
pense qu'on a tout dit des dangers. Les jeux en ligne, les jeux vidéo en ligne, franchement, c'est aussi des endroits de recrutement vers des activités illicites, vers de l'idéologie, etc., qui sont extrêmement problématiques, sans parler du temps infini qu'on y consacre, parce que ça ne s'arrête jamais, puisqu'ils ont été conçus, je le dis pour ceux qui ont la quarantaine, c'est pas comme les jeux vidéo qui existaient à notre époque, hein, où on achetait le jeu vidéo et qu'il était fini, en fait, au bout d'un moment, on l'avait fait, on en avait fait le tour. Non, là, les jeux vidéo, comme ils sont en ligne, ils ne sont jamais finis. Donc, en fait, il faut toujours payer encore un petit truc pour refaire encore une étape, et ça peut durer des mois, et au détriment, évidemment, du reste. Merci à tous. Merci à vous d'avoir partagé, échangé sur ce plateau. Si vous voulez continuer à débattre avec nos invités, 3 d'entre eux se retrouvent à l'espace dédicace à quelques mètres d'ici, au 2e étage, pour dédicacer et échanger avec vous, dédicacer leurs ouvrages. Il y aura aussi la dédicace de Jamie Gourmaud qui publie un roman, Les ailes de la forêt. Merci à tous les 4 d'avoir échangé. On aurait pu continuer, mais merci à tous.